Bonjour à vous toutes, à vous tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Éric Fotorino et j'ai cette à la fois lourde charge et cet honneur d'animer cette table ronde qui va clôturer vos colloques commencés depuis 2 jours. La seule frustration qui est la mienne, c'est de ne pas avoir pu assister à toutes les rencontres et à toutes les interventions qui se sont tenues. Je sais qu'elles ont été passionnantes, très riches. Et vous savez, quelquefois on dit des écrivains que les grands écrivains, leurs textes sont toujours d'actualité. Je pense que quand on mène des recherches comme celles qui sont faites, ces travaux qui sont faits comme vous les faites aujourd'hui, eh bien ils sont très fortement d'actualité et je pense qu'on ne pouvait pas imaginer à quel point ce thème dont on avait parlé déjà il y a quelques semaines avec Michel Agier, nous présentant ce gros travail collectif que vous avez réalisé, on n'imaginait pas à quel point nous rejoindrions une actualité aussi chaude, j'allais dire presque malheureusement. Alors, le thème de cette table ronde, qui est un peu en randonnion, c'est de savoir si les camps sont-ils des laboratoires de la gouvernance mondiale, des migrations et de l'asile. Donc, on va débattre évidemment sur ce thème. Moi, il y a le mot laboratoire qui m'a fait un petit peu réagir. Donc, je ferai réagir nos invités, alors que je vous présente, même si je pense que vous les connaissez très bien. À ma droite, honneur aux dames, aux femmes, à Saskia Sassen, qui, je crois, a fait une intervention très passionnante ce matin, et donc qui poursuivra avec nous, avec vous, la discussion. Donc, grande sociologue de la mondialisation et, d'une certaine manière, qui cherche à comprendre le cœur de cette mondialisation en étudiant un peu ses marges, là, en l'étudiant sur les côtés, sa face cachée. Catherine Vittol nous rejoindra, je pense, dans quelques minutes. Pour continuer, sur la droite, Emmanuel Terret, anthropologue bien connu, qui a beaucoup travaillé, je crois, en Afrique, qui a eu des terrains africains très importants, mais qui a aussi effectué beaucoup de travaux sur nos sociétés contemporaines, et en particulier sur les questions des sans-papiers, les questions des migrants. On y reviendra tout au long de ce débat. Tout à ma gauche, Julien Brachet. Donc Julien, vous êtes un chercheur de l'IRD, c'est ça, l'Institut de recherche et de développement, très bon connaisseur des mouvements migratoires. J'ai lu des trafics marchands et des réseaux de transport au Sahara. Donc quand on regarde tous vos écrits, on voit qu'il y a un prisme saharien très, très important, et je pense que c'est un élément évidemment assez pertinent dans les discussions que nous allons avoir compte tenu de ce qui se passe précisément dans ce Sahara aujourd'hui, à travers le Niger en particulier, et les conséquences que peuvent avoir tous ces mouvements sur des lieux précis du Niger. Et puis juste à ma gauche, donc Alain Maurice aussi anthropologue, aussi démographe, et qui a beaucoup travaillé sur les thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui, donc des migrants, des sans-papiers, et qui appartient par ailleurs au réseau Migre Europe. Alors, je voudrais commencer je sais que vous avez eu un débat tout à l'heure autour de la question des camps en Europe, de Lampedusa, des centres de rétention. C'est une problématique évidemment très actuelle, comme je le disais tout à l'heure. Je serais tenté de vous demander d'abord, pour avoir une sorte de droit de suite sur ce qui s'est dit en fin de matinée, est-ce que vous avez le sentiment que... je ne sais pas si c'est une question de sentiment d'ailleurs, mais sur vos connaissances, sur vos contacts, les réseaux d'information que vous avez et d'analyse, les grilles d'analyse, est-ce que vous avez le sentiment que ces camps ou ces lieux de rétention, on n'est qu'au début, que ça va continuer et que même ça va devenir une sorte de mode de gestion presque banalisé de l'immigration, mais de ces gens, ces flux migratoires qui arrivent avec les accidents de l'histoire. Qu'est-ce qui veut commencer par répondre? Emmanuel Terret, vous voulez prendre le micro? Vous avez tous des micros, on a vraiment tous des beaux micros qui ont l'air de marcher, ce qui est quand même très rare, je trouve, dans les colloques. Donc je souligne ça, je salue la technique. Je pense effectivement que la formule des centres de rétention, si nous laissons les choses aller, c'est la précaution de langage indispensable, si nous laissons les choses aller, cette formule va non seulement se maintenir, mais s'étendre et prendre des formes différentes. Ce qui est au cœur du problème, à mon sens,
c'est le problème de la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir, c'est de très loin la plus ancienne des libertés. C'est une liberté qui est entrée sur la scène de l'histoire bien avant la liberté d'association, bien avant la liberté d'expression, bien avant la liberté de penser. Et pendant des siècles, elle a été la définition même de la liberté. En ce sens qu'un esclave ne pouvait pas quitter le domicile de son maître et qu'un serf ne pouvait pas quitter le domaine de son seigneur, et que le jour où intervenait l'affranchissement ou l'émancipation, sa première manifestation, c'était cette liberté d'aller et venir. Mais comme beaucoup de libertés, la liberté d'aller et venir, elle est insupportable à nos États. Elle est insupportable à nos États pour autant qu'elle se déroule comme doit se dérouler une liberté, c'est-à-dire sans entrave, sans obstacle, etc. Et les États n'ont eu de cesse, depuis une période très ancienne, que de soumettre à contrôle et d'entraver cette liberté d'aller et venir. Bon, en lisant le livre édité par Michel, je me souvenais du livre de Michel Foucault sur l'histoire de la folie et des pages que Michel Foucault consacrait au grand enfermement, à ce qu'il appelait le grand enfermement. C'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, dans les États d'Europe occidentale, dans les monarchies absolutistes d'Europe occidentale, eh bien, avait été enfermée toute une population, non pas de criminels, parce qu'à cette époque-là, les criminels n'étaient pas enfermés, ils étaient marqués, ils étaient mutilés, ils étaient suppliciés, mais ils n'étaient pas enfermés. Avait été enfermée toute une population de nomades, d'errants, de migrants, de fugueurs, etc. C'est-à-dire toute personne qui n'acceptait pas de plier leur liberté d'aller et venir aux exigences de l'État et qui n'acceptait pas de se soumettre aux enregistrements étatiques. Et chacun sait que ce sont les Lumières qui ont mis un terme à ce grand enfermement. Et la fin de cet enfermement a été considérée unanimement à l'époque comme un progrès de la civilisation. Dans la mesure où cet enfermement connaît un nouvel essor et un nouveau développement, et désormais à l'échelle mondiale, nous pouvons bien analyser ce nouvel essor comme une régression de la civilisation. Mais je crois que le problème, il est là. Il est dans cette volonté des États de contrôler la liberté d'aller et venir, comme ils contrôlent déjà les autres libertés, et de soumettre cette liberté d'aller et venir à ses exigences, à ses réglementations, etc. Et c'est le cœur de la question se trouve là. Et ça n'intéresse pas seulement la population qui est enfermée dans les camps. J'ai été très frappé qu'une loi récente, votée sans problème, semble-t-il, par le Parlement, la loi sur le terrorisme, introduit l'interdiction administrative de quitter notre territoire. C'est ça. Mais alors, pardon, Saskia, vous vouliez ajouter quelque chose. Donc, vous avez prononcé tout à l'heure un mot important qui est le mot nomade. Alors, vous dites effectivement qu'après les Lumières, enfin que c'est les Lumières qui ont d'une certaine manière réhabilité le nomade. Mais si on se souvient des écrits de Fernand Braudel, par exemple sur l'identité de la France, il montre bien qu'il y a une sorte de détestation viscérale du sédentaire pour le nomade. C'est-à-dire qu'on voit bien entre le paysan qui cultive sa terre et le berger, par exemple, il y a une détestation du berger. Donc on a le sentiment quand même que être nomade, alors être migrant, c'est une forme évidemment très forte de nomadisme, puis c'est un nomadisme forcé, ça véhicule à la fois, il y a de la jalousie et de la crainte, quoi. Il y a les deux. Alain Maurice, sur cette idée. Sur ce que vous venez de dire, oui. C'est pour vous démentir. Ah oui. Sur ce que vous venez de dire, oui, ça va. Je crois que ça va là. Oui. À l'instant, bon, bah, c'est quand même aussi vieux que Caïn et Abel, hein. Cette rivalité-là. Et puis c'est aussi au nom de ça que beaucoup de peuples se sont entretués dans les dernières décennies. Maintenant, pour la première question, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Emmanuel. Mais pour l'histoire de la prévision qu'on peut faire, ça ne concerne pas que les centres de rétention. Je crois malheureusement que la réponse à votre première question est tout à fait affirmative.
C'est-à-dire que ce sont des choses qui non seulement vont se développer, mais en prenant une forme mondialisée, risquent pratiquement de nous amener à des situations où, je ne sais pas, peut-être le concept de camp finira peut-être par disparaître, se diluer dans des espaces de confinement ou de mise à l'écart plus vastes que ça. Alors il y a quand même aussi quelque chose qui est monté en puissance, c'est pas seulement les camps, c'est la conscience que notre communauté, je suis bien conscient que c'est quand même très réduit, hein, mais la conscience que notre communauté en a, et le livre dirigé par Michel en est bien le témoignage. Il y a une dizaine d'années, 10 ans exactement, un de nos collègues, Jérôme Valuy, avait organisé un colloque sur les camps. Ce colloque aurait pu se tenir dans une cabine téléphonique, hein. Après, il y a eu un bouquin qui est paru chez Autrement, et c'est quelque chose qui correspond à une prise de conscience quand même de plus en plus vaste. Encore une fois, cette réunion d'aujourd'hui aussi en témoigne. Ça a été l'occasion. Là, je voudrais peut-être faire un petit détour par la question conceptuelle, à moins qu'on y revienne. Mais bon, dans tout ce colloque, pour ce que j'ai pu entendre, parce que hier, malheureusement, j'étais pas là, on s'accorde sur deux choses. La première, disons, c'est que la notion de camp est quelque chose de très vaste qui englobe toute une série de phénomènes qui peuvent être très divers. Michel Agier en dresse la typologie descriptive, hein, dans son introduction, et c'est pas moi qui vais le contredire, puisque quand nous avons mis Migre Europe en place il y a une douzaine d'années, nous avions utilisé le mot camp de deux façons différentes. Alors là, déjà, j'introduis un peu des différences par rapport à deux obsessions, deux problématiques plutôt qui étaient celles de Migre Europe à sa fondation. C'était la question de la mise à l'écart et la question de la mise à distance, qui correspondait en gros, d'une part, disons, aux politiques d'enfermement et d'autre part, aux politiques de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'externalisation, c'est-à-dire la gestion à distance de nos frontières, c'est-à-dire l'empêchement aux personnes, qui nécessite donc la sous-traitance aux États avec qui on marchande, la sous-traitance aux personnes, de venir jusqu'ici. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a parlé, Michel a repris l'expression de Michel Foucault, je ne savais pas qu'elle venait de Michel Foucault, mais c'est ça, c'est enfermé dehors. Voilà. Et on a souvent cité ce titre du journal Le Soleil, qui était le journal de Dakar, du Sénégal, qui avait titré en 2000, je l'ai marqué quelque part, 2006, tu sais tout, c'est bien. 2006, c'est bien ça. C'est un Africain. L'Europe ferme nos frontières, voilà. Alors, d'ailleurs, Michel pose la question d'une façon très crue aussi dans son introduction, en posant la question à la fin de savoir finalement qui s'enferme, si c'est eux ou si c'est nous. Et c'est une bonne question. Maintenant, sur cette typologie, si vous me permettez encore un tout petit peu. Encore tout à fait, et après je passerai la parole à Saskia Sassen sur le sujet. Alors, je crois quand même qu'on peut établir des distinctions. Michel en établit 4, à laquelle il rajoute un petit dernier qui est les camps de travailleurs dont il a été question ce matin, notamment à propos du Qatar. Bon, c'est très bien, c'est pas moi du tout non plus qui vais contredire ça, parce que c'est tout à fait ça. Oh, il est là, il pourra contredire aussi ce que vous dites après. Oui, mais j'espère bien que tu ne me contrediras pas. Enfin, tu feras ce que tu voudras. Mais je crois quand même que peut-être, si on veut faire une critérologie qui, à ce moment-là, ne serait plus purement descriptive, mais également théorique, je crois qu'on pourrait quand même distinguer l'usage de ce mot « camp », sur lequel d'ailleurs on a été très critiqué, puisqu'on disait qu'on voulait dire camp de concentration, par conséquent camp d'extermination et toutes ces conneries-là, alors qu'il ne s'agissait pas du tout de ça. Il s'agissait de dire que c'était une forme générique. Hein. Et les camps, de toute façon, ils n'ont pas été inventés par Hitler, ils ont été inventés lors de la guerre des bourgs, ils ont été inventés bien avant les camps de concentration. Et on n'est parfois pas loin de la réalité quand on voit ce qui se passe dans certains camps. Bon, ces camps-là, donc je pense qu'on peut établir une typologie plus théorique par rapport à 3 choses que je verrais, disons. Les finalités, les fonctions qu'ils remplissent, et également la question de savoir qui a l'initiative. Autrement dit, ça peut être, je ne vais pas faire l'analyse fine aujourd'hui parce que ce serait, dans ce cas-là, ce serait vraiment très long, mais enfin on voit bien quand même que la finalité d'un camp de type tremplin, comme on a cité Patras ou le Sangatte, etc., c'est pas la même finalité, c'est pas la même initiative non plus exactement qu'un CRA qui a été cité tout à l'heure par Emmanuel Terret, c'est pas non plus la même finalité que même des pays-camps, comme ça peut être le cas de Nauru ou du Cambodge pour l'Australie, ou même ce que les Suisses ont tenté de faire avec le Sénégal, en disant qu'en gros, le Sénégal allait devenir le dépotoir de tous les Noirs dont ils ne voulaient pas et qu'on les renverrait au Sénégal. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais ils ont failli le faire. Donc tout ça, si vous voulez, le mot camp, il va.
Mais il y a aussi, quand il s'agit d'obliger les pays à fermer leurs frontières, exactement comme on le faisait du temps de l'Union soviétique, et y compris à tirer dans le dos des gens qui fuient, comme c'est arrivé aux frontières aux barrières de Ceuta et Melilla. On peut se poser la question, effectivement, que posait de façon provocatrice justement Jérôme Valluy, à savoir, à la limite, est-ce que le tiers-monde n'est pas en passe de devenir lui-même un gigantesque camp de concentration? Je ne le crois pas. Je pense que c'est pas approprié de parler comme ça, mais en tout cas, on peut se poser la question d'une espèce de renouvellement d'un système d'apartheid qui n'a plus pour fonctionnement uniquement que la fonction d'écarter l'étranger. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu long. Merci, merci pour cet éclairage, je trouve, qui fait réfléchir, qui pose beaucoup de questions. L'idée que le tiers-monde soit lui-même globalement une sorte de lieu d'apartheid, je pense que c'est des mots qui ont évidemment une forte charge et qui ne laissent pas indifférent. Saskia Sassen, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la mondialisation ne va pas sans la banalisation du phénomène de camps de réfugiés, que la gestion normale de la mondialisation passe par l'établissement de ces camps, à la fois dans les pays du Sud, mais aussi sous d'autres formes, sous d'autres noms, dans nos pays développés, en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Oui, ça je vais dire en français. Maintenant je passe à l'anglais. Yes, actually yes, and I agree a lot. I'm very impressed. It would be very difficult in the United States to have such radical comments, so I think, now, I am not a camps person. I don't know if that is a proper way of saying it, you know what I mean, but I think that the camps are the most extreme version of enclosures, what both of you have said, that take place on many levels and in many different ways. And so for me, if I stand back and I look at the camps, or the wonderful book by Michel Agier, what I see is something that recurs under different formats. And the camps themselves, we have had a great discussion, are extremely different. There's I don't need to develop that. So that's the first point. The second point is, and here I would disagree a bit with Monsieur, and that is that I think it's not that the whole third world is becoming an encampment. No, but I know that you mean, but I want to emphasize that on the contrary, we have these new cross-border geographies that do not correspond to the full nation states. They are very specialized geographies and very special geographies that connect the predatory elites of Luanda, of Angola, with all kinds of other predators, And so it's a much more disturbing landscape that, and this is a kind of globalization that is extremely specialized. They don't want to deal with whole continents. It's not like the British, they wanted the whole of Africa, etc., right? So you have a far more developed capacity. I think our challenge today are what I think of as predatory formations. Predatory elites is too simple. They are there too. They have been around. But this is a complex systematicity that involves systems of law, systems of accounting, understandings of what is democracy today, etc., etc. So when I look at the camps, I see one very clear language of impossibilities, forced control. You cannot be a maker of the political, a maker of cultures, a maker. You're under a system. And then I would sort of take it one step further and say that, I spoke about that this morning, I don't want to repeat too much, that one question also becomes, who are we, the citizens? Qui sommes-nous les citoyens? When you have all of this, so there are some citizens, I have no doubt that they are citizens, and in fact, they don't even need citizenship to move freely. And then you have others who are losing rights. So I have actually looked in my research at the question, who gains rights? There are gainers, but they're very particular, and they're mostly corporations. And we, the citizens, lose. If you're very rich and powerful, you know what? It doesn't matter. Citizenship barely matters anymore. So the geography is one that is getting disassembled into very specialized sub-geographies. And the camps, again, I repeat, are the most extreme case. In that being extreme, they acquire heuristic capacities.
we can learn from the camps how bad it can get in a way. Absolument. Alors, Julien Brachet, comme je le disais en vous présentant tout à l'heure, donc votre centre de recherche, d'études, ça a été beaucoup le Sahara, ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Donc, ce qui vient d'être dit à l'instant par Saskia Sassen sur le fait qu'il y a comme ça des liens géographiques qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des endroits où, en effet, on peut parler d'apartheid, d'autres, c'est encore une autre typologie qu'on peut... Elle nuance un peu le propos d'Alain Maurice. Comment vous réagissez par rapport à ça, compte tenu de votre terrain d'expérimentation? En fait, je vais peut-être pas vous parler du Sahara, mais je vais m'inscrire dans la continuité vous êtes libre de parole, de ce qu'il vient de dire. Justement, on m'avait dit qu'effectivement, on avait une dizaine de minutes pour exposer un point de vue partant du titre assez déclamatoire de cette table ronde dite finale, qui était assez large. Et j'ai joué ce jeu-là, en fait, au cours de ces 2 jours et demi de colloque. J'ai été extrêmement inspiré par toutes les communications auxquelles on a pu assister. Alors, allez-y là-dessus, et puis dans la discussion, de toute façon, le prisme africain reviendra. Du coup, voilà, j'ai joué ce jeu et je vais vous livrer cette réflexion un peu à chaud que j'ai préparée dans les interstices de ce colloque très dense. Et pour commencer, je voudrais prendre un petit élan historique, très bref, je ne vais pas vous faire une généalogie des camps, elle a déjà été faite, mais juste pour vous dire que dans les coins où je travaille, au Sahara, localement, la généalogie des camps, elle n'est pas cette guerre des Boers, ou etc., fin 19e, Afrique du Sud ou Cuba, elle est au Soudan, 18e, 19e siècle, où il y avait des camps d'esclaves militaires, des soldats, des esclaves soldats qui étaient là-bas, et qui ont donné, donc les Aribas, les Araïbes, c'est en arabe classique, c'est les enclos où on met le bétail. Bon, et ça a été à l'origine de nombreuses villes actuelles du Soudan. Donc voilà, je ne développe pas ce point-là, mais simplement ça me permet de faire émerger dès l'origine, ou dès cette origine-là des camps, dans cette zone, la figure de l'esclave, qui, à mon sens, plus que tous, est la figure du déshumanisé, celui qui ne s'appartient plus, et la figure du déraciné, puisqu'il y a une coupure généalogique qui est constitutive de la condition d'esclave, cette rupture dans la parentèle et dans la généalogie. Donc, sous certains aspects, à mon sens, cette figure de l'esclave, elle préfigure de manière presque paroxystique celle du réfugié, du refoulé, de l'exilé contemporain dans nos sociétés post-esclavagistes. Et entre les 2 temps de ces 2 figures, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Abolition qu'on sait qui a été longue, chaotique, et qui n'a pas tant répondu à une défense des droits humains qu'à une prise de conscience de certains intérêts économiques, et où certaines personnes se sont rendues compte que libérer et salarier les esclaves était finalement plus intéressant que de les conserver en tant qu'esclaves, puisqu'on n'avait plus besoin de les nourrir, les loger. Alors avec ça en tête, avec ce bagage-là en tête, comment réfléchir à la question qui nous est posée ici, sur les camps comme laboratoire d'une gouvernance mondiale, peut-être au-delà même des mobilités seules, et comment réfléchir à la consensualité des discours qui visent à leur fermeture. Consensualité au sens positif du terme, et qui est incarnée d'ailleurs parce que Michel Agier nous disait, même le directeur du HCR a l'air d'être d'accord avec cette idée-là, ce qu'il disait avant-hier, qu'il faudrait fermer les camps. Alors finalement, pourquoi ce refus des camps ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous pose problème dans ces espaces d'exception ou non, ces espaces ouverts, fermés, où les gens sont mis, logés, nourris, soignés ? Les critiques sont très variées dans ce que vous nous avez exposé, mais ce qui semble faire consensus à minima, ce qui m'a semblé faire consensus à minima, c'est le problème de la liberté des individus. C'est-à-dire une espèce de perte de souveraineté sur les vies au sens des corps, des lieux de vie, des mouvements. Et donc critiquer l'existence des camps, ce serait en fait rêver d'une société de sujets libres évoluant dans un monde commun. Mais comment rêver de cela honnêtement, tant que, de par nos besoins les plus banals, chacun est dépendant au quotidien d'une immense machinerie technologique et sociale en dedans et en dehors des camps. C'est-à-dire comment prôner le désencampement et donc la liberté et l'autonomie des encampés, et au-delà de tout un chacun, sans commencer par questionner le surdéveloppement des déplacements de masse, des transports, des communications, voire la généralisation du salariat, précaire ou non, qui enserre chaque jour un peu plus les individus dans des mailles toujours plus serrées de réseaux étatiques et marchands, qui, sans en porter le nom, évidemment, renvoient à bien des égards à la fonction du camp, en permettant de fait un contrôle extra-individuel accru
des corps, des lieux et des mouvements d'une partie croissante donc de la population. Donc, à mon sens, la critique des camps s'appuie et s'ouvre simultanément sur un questionnement plus général de la vie sociale. Et le camp ne sera alors que le laboratoire, non pas d'expérimentation, mais le laboratoire photo, révélateur, qui dérange et qui alerte à propos d'un problème beaucoup plus large, ou d'une question beaucoup plus large, qui englobe et dépasse le camp et les encampés. Celui du contrôle politique, économique, policier, on pourrait décliner, qui participe de cette gouvernance des mobilités de l'asile et au-delà de la vie. Et ceci me semble d'autant plus visible aujourd'hui, en tout cas ça m'est apparu d'autant plus visible en vous écoutant, vous qui avez parlé dans toutes vos communications de réalités extrêmement variées, réalités matérielles, sociales, politiques, historiques, les plus diverses, qui soulignent un continuum depuis le camp le plus fermé, contrôlé, institutionnalisé, au camp le plus ouvert, le plus banal. On pourrait passer à côté sans penser qu'il s'agit d'un camp. Alors pourquoi vouloir fermer ces espaces? Pourquoi vouloir fermer des camps, vouloir en sortir, si au lieu d'être encampé, on se retrouve en ghettoisé, précarisé, paupérisé, même si salarié, peut-être surtout si salarié. Ça me fait penser au camp de travailleurs dont on parlait en Italie tout à l'heure, avec d'autres formes d'imposition des temps, des lieux et des modes de vie par d'autres institutions, autant d'impositions banales dans le monde contemporain, en dehors des camps et qui se déploient sans barbelés ni gardiens. On voit donc que si un jour on abolit les camps comme on a aboli l'esclavage, et pourquoi pas d'ailleurs pour des raisons économiques et humanitaires similaires, eh bien les questions que soulèvent aujourd'hui les camps, ces questions sociales qu'ils mettent en lumière, n'en seront pas pour autant résolues. Ce qui pose fondamentalement problème dans les camps n'a pas besoin du camp pour exister. On supprime les camps et les institutions qui vont avec, la question demeure. Et d'ailleurs, ce point de vue pourrait peut-être permettre de réconcilier les tenants de l'hypothèse de l'encampement du monde avec ceux de l'hypothèse de son désencampement. On a vu des points de vue hier, en montrant que l'une ou l'autre des hypothèses ne change peut-être pas finalement la question, le fond de la question. Question qui est celle de la possibilité d'une réappropriation des vies par les individus, en fait, notamment de la réappropriation des lieux de vie, c'est-à-dire de la construction et de la gestion quotidienne de ces lieux de vie. En dehors de cela, il y aura toujours une soumission à un pouvoir institutionnel qui sera celui du HCR, des États, de l'agence de location, de l'urbaniste, et puisqu'on est ici, pourquoi pas, de l'architecte. Et on l'a vu avec la question de ce que présente Alice Corbet sur Haïti, l'architecte aussi soumet la vie. Donc voilà, sans cette réappropriation, on retombera toujours dans une soumission à ce que Michel Dupleau appelait un géopouvoir. Donc on voit bien que la critique des camps doit sortir des camps et aller au-delà, sinon elle risque de perdre de son potentiel radical critique, justement. Et c'est bien à cette sortie que nous invite, ou en tout cas que j'ai cru que nous invite cette table ronde. Et je suis désolé d'être long, mais j'en arrive à mon troisième et dernier point. Et je suis mes notes pour pas me perdre, parce que c'est une réflexion, je l'ai dit, qui est très fraîche dans ma tête. Troisième point qui vise à pousser encore un peu cette critique, un petit peu plus loin. Alors, dans les sociétés industrielles, nos sociétés, organisées à l'échelle planétaire, on voit que l'organisation technique et sociale, notre ingénierie technique et sociale, a totalement supplanté les formes de vie communes fondées localement, ancrées localement. Et cette organisation tend à ne laisser face à elle que des individus isolés. Et c'est ce qu'a montré comme une figure emblématique hier les propos de François Gémenet sur l'atomisation du corps social à Fukushima. C'était vraiment l'exemple. Voilà. Et donc on a ces individus isolés et qui sont ensuite, a posteriori, regroupés d'une manière qui a toujours quelque chose d'artificiel et qui se retrouvent à vivre dans des lieux d'une façon qui n'a plus grand-chose à voir avec la production d'un monde commun et qui rend impossible peut-être cette production. Et l'imaginaire, et c'est là que j'ouvre un petit peu, l'imaginaire libéral individualiste se révèle donc parfaitement adapté au mode de vie qu'il a pour fonction d'organiser et de légitimer dans et en dehors des camps, en comblant le vide qu'il a laissé par la destruction des modes de vie locaux et autonomes. Et l'encampement n'en est en fait peut-être que la forme contemporaine la plus radicale depuis la fin de l'esclavage. Et alors, critiquer les camps jusqu'au bout, ce serait donc critiquer toute forme de tutelle extérieure sur les vies des individus,
en l'occurrence principalement celle des tutelles, des acteurs publics privés qui ont le pouvoir de contrôler, localiser les vies, à travers toute une armature, des dispositifs et autres, pensés et construits par des experts patentés. Or, le problème que nous vivons dans un monde où, de fait, les processus engendrés par l'activité humaine à l'échelle planétaire dépassent toute mesure et toute capacité de représentation à l'échelle humaine, et là c'était les propos de David Lagarde sur l'impossibilité de cartographier les camps. On ne peut pas cartographier les camps à l'échelle planétaire aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'ils ont mis. Et donc voilà, ces phénomènes échappent à toute maîtrise globale, et la fuite en avant technologique de nos sociétés ne fait finalement peut-être qu'aggraver cette démesure et cette inintelligibilité. Et c'est justement ce décalage entre l'évolution du monde et notre capacité à comprendre et à le comprendre et à le transformer qui confère encore aujourd'hui, par défaut, une certaine légitimité aux experts et scientifiques, que nous sommes au passage, et qui sommes supposés jouer les rôles d'éclaireurs, voire de guides, dans ce monde opaque dans lequel nous évoluons au quotidien. Ce qui nous ramène à la critique radicale de la science faite par une des figures tutélaires de ce colloque, qui est revenue très souvent, Hannah Arendt, qui accusait l'époque moderne d'avoir réservé le droit d'agir, sous-entendu le droit de transformer le monde, donc d'avoir réservé le droit d'agir aux seuls scientifiques et experts qui s'étaient déclarés, selon elle, les seuls habilités à pouvoir parler au nom de l'intérêt général. Confiscation de la parole. Et effectivement, on sait ô combien la connaissance scientifique n'a jamais mis à l'abri de prises de décision iniques ou d'idéologies extrêmement violentes. Donc penser aujourd'hui la sortie d'un monde de camps, ce serait peut-être penser l'implication de tous dans l'espace public, avec une légitimité de la prise de parole, à partir de réflexions sur la vie quotidienne et sur la maîtrise qu'en ont ou pas les citoyens contemporains modernes. Et je parle bien de citoyens contemporains modernes pour souligner le fait qu'il faut prendre acte de l'abolition de l'esclavage et de la possible abolition des camps, c'est-à-dire de la nécessité souhaitable pour tous de subvenir à ses propres besoins en assumant simultanément sa propre liberté et celle des autres. Et cette rupture, et ce sera vraiment ma conclusion, c'est vraiment la conclusion, et cette rupture donc nécessaire dans les comportements et les pratiques ne sera jamais impulsée par une quelconque plan d'urgence décidé par des experts dont Michel Aragier a rappelé le retard systématique sur l'épiphénomène urgent de la fuite ou de l'exil, et ce même si ces experts étaient bien intentionnés et voulaient œuvrer pour le bien commun. Si le changement des pratiques ne vient en effet pas des individus eux-mêmes, encampés ou non, et c'est à mon sens le sens de ce que je mettrais derrière les propos de Saskia Sassen ce matin qui disait il faut réveiller les comfort zones. C'est nous, ces zones-là. Il faut les réveiller. Donc il faut un changement des pratiques, une prise de conscience dans la maîtrise, une volonté de maîtrise accrue de nos conditions de vie, de nos échanges, de nos lieux de vie, de nos mouvements et de nos corps. Alors seulement, nous pourrons peut-être nous en sortir. Sinon, le risque est de poursuivre notre chemin commun, pas dans un monde commun, mais un chemin commun, dans le sens d'un renforcement de la sujétion de chacun au complexe institutionnel, politique, industriel, technique, policier dont parlait Achille Mbembe avant-hier, je ne le développe pas. Et le risque est donc de poursuivre alors l'administration confuse du chaos ambiant, dont les réfugiés et autres encampés ne sont que les figures emblématiques contemporaines, émergeant des laboratoires camps, devenus les miroirs grossissants d'une condition humaine, sans doute aussi tragique que partagée. Merci. Merci Julien Brachet. Vous avez... Merveilleux, vous pouvez l'applaudir parce que vous... Non, on vous redonnera la parole, mais je vous sais d'avoir justement joué le jeu de répondre à la question qui était posée, d'avoir donné des arguments suffisamment forts et qui méritent, qui soulèvent, je pense, le débat, la contradiction, et c'est en ça que c'est très riche. Précisément dans l'énoncé qui est sous nos yeux, plusieurs fois vous avez repris ce mot de laboratoire. Alors je me tourne vers Emmanuelle Terret parce que ce terme de laboratoire est plutôt un terme médical. On pense à des cobayes et on pense à des expérimentations qu'on peut faire sur des cobayes qui sont en l'occurrence là ces migrants. Est-ce que il y a là
de façon ou bien cynique, assumée ou inconsciente, l'idée qu'on peut se débarrasser de l'indésirable, pour reprendre la formulation de Michel Agier dans l'introduction de son livre, on gère l'indésirable. Est-ce qu'on peut, comme ça, sciemment ou non, considérer que les camps, c'est un mode d'expérimentation d'une condition humaine, d'une sous-condition humaine? Je prendrai un détour pour vous répondre. Dans un très beau livre paru il y a quelques années, qui s'appelait Homo Sacer, Giorgio Agamben réfléchissait sur l'idée de déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Et il disait, mais au fond, il n'y a pas de droits de l'homme et du citoyen, il y a des droits de l'homme citoyen, avec un trait d'union. Droit de l'homme citoyen, c'est-à-dire de l'homme qui exerce dans le cadre d'un État, et grâce à cet État, les libertés énumérées dans la dite déclaration. Mais qu'en est-il, disait Agamben, des droits de l'homme non citoyen, c'est-à-dire de l'homme qui n'est pas inscrit dans un État, qui n'appartient pas au titre de citoyen à un État, qu'en est-il des droits de celui-là? Et Agamben faisait une constatation évidente, c'est que les droits de l'homme non citoyen sont réduits à très très peu de choses, pratiquement à presque rien. Autrement dit, ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le monde, c'est à une espèce de vaste division entre, d'un côté, les hommes citoyens qui ont plus ou moins de droits selon le caractère de leur État, et de l'autre côté, les hommes non citoyens qui, eux, n'ont pas de droits. Nous avons eu un ministre de l'Intérieur, à un moment donné, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, et qui avait dit, mais au fond, la plus haute communauté humaine concevable, c'est la nation. C'est la nation avec ses citoyens. Mais au-delà, disait-il, l'humanité, et je le cite nommément, c'est une catégorie zoologique. Sur les catégories zoologiques, on peut faire des expériences. On peut faire des expériences parce que les membres de cette catégorie zoologique ne sont pas habilités à exercer quelque droit que ce soit, et c'est leurs supérieurs qui sont habilités à les gérer et à faire sur eux toutes les expériences que l'on peut imaginer. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, me semble-t-il. C'est à cette reconnaissance de la nation d'un côté avec ses citoyens, et de l'autre côté, la création d'une immense catégorie de gens qui ne relèvent plus de la citoyenneté, qui à la limite ne relèvent même plus de l'humanité, qui sont une catégorie zoologique et sur lesquelles on peut expérimenter. Alors je termine juste en disant la chose suivante, c'est que c'est un mécanisme que nous connaissions bien. Voilà une liberté qui au début est une liberté commune. Et puis petit à petit, on la transforme en privilège. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La liberté de circulation aujourd'hui est le privilège, disons en gros, des ressortissants des États du Nord. Mais les ressortissants des États du Sud sont assignés à résidence. Et puis ensuite, dans une deuxième étape de cette logique, au nom de l'abolition des privilèges, eh bien, on détruira la liberté de circulation pour tout le monde. Et on rétablira l'égalité, mais l'égalité dans la négation de cette liberté. Merci Emmanuel Terret. Saskia Sassen, vous vouliez faire un commentaire sur les propos de M. Terret? Yes, I think that citizenship is truly a variable, and I appreciated you bringing up some of these issues, because citizenship has to be made. And in the United States, let me just confine myself to a country I know very well. In the United States, many citizens have fewer rights than foreigners of a certain kind, rich, powerful, or whatever. You know what I'm talking about. So I think that citizenship right now is a very ambiguous category. And it is not enough to capture something that we historically, in the history when we made citizenship, that we associated with citizenship. So we lack language, I would say, right now. So I like to think of, the rights-bearing subject. That's a bit different from citizen. Very rich people can buy that document that is citizenship. They have lots of rights. They come with rights. Those geographies of centrality, which include the elites of, poor countries, the rich elites of poor countries, they can also buy. WTO Mode 4 has given rights. They have all rights of citizens to those who are hired under WTO Mode 4.
except they can't run in politics. And they don't have time or interest in politics because they just want to make money or whatever, make contracts. So when you begin, and then we have foreigners who actually have lots of rights. You know, we have to recognize that. So I think that I agree with a lot of the punch of your critique, where you're getting at. But I think we really need to rethink this category. And again, when you look at, I mentioned it this morning, at the new treaties. You were not here this morning, so I'll say it to you then. Right. But the treaties between the Pacific and the United States and Europe, they are giving enormous amounts of new rights to the corporations, taking them away from whole communities. So what are we looking at? And in that sense, I would say that the camp, which also you said, which is important, it is a variable. I said that this morning too. At this end, they are potentially places for making. You can make something there. Others are simply places of total despair and abuse. So I think that we need to actually remap and get out of some of these very powerful categories that are invitations not to think. So anyhow, I could go on, but I won't do that. Merci Saskia Sassen pour ce commentaire très intéressant sur ces différentes formes de citoyenneté. Et effectivement, qu'on soit dans un camp ou hors d'un camp, la notion de citoyenneté est différente. Et surtout, on peut être un non-citoyen hors d'un camp. C'est ce que je comprends. Et c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Et c'est aussi un peu ce que disait Jérôme Brachet tout à l'heure, si j'ai bien compris, Julien, pardon, c'est de dire qu'effectivement, la notion de camp est peut-être la pointe avancée d'une condition humaine bien plus large que celle qui se situe dans les camps. Je salue Catherine Witold de Wenden, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et donc, nous avons commencé par parler effectivement de cette gouvernance, en commençant par l'Europe, en se demandant si les camps allaient devenir un mode de gestion normale, banale de la mondialisation. Et puis, nous avons abordé cette question de savoir si finalement, j'exagère un peu, je force un peu le trait, mais finalement, est-ce qu'on ne vit pas tous dans un vaste camp, dans une vaste forme d'apartheid, avec plus ou moins d'intensité selon les lieux géographiques et selon les conditions de chacun. Et alors, je vois que vous prenez le micro, donc j'ai tendance à vous le donner, de prendre en route la discussion et surtout de nous dire comment résonne en vous ce questionnement de savoir si effectivement les camps sont des laboratoires, le mot laboratoire est assez fort, d'expérimentation d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire où on gérerait l'indésirable dans des lieux bien précisés. En tout cas, merci de votre compréhension. J'étais en fait dans une émission de radio sur les questions de politique migratoire européenne, où on a bien sûr évoqué la question des camps. Et moi, ce que je dirais, c'est plutôt que les camps sont un laboratoire de la non-gouvernance, en fait, à la fois mondiale, mais aussi européenne, de la question des flux, et souvent d'une incapacité à penser la mobilité. Moi, ce qui me frappait, puisque j'étais en débat avec une députée de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle disait que parmi les choses qui sont évoquées, effectivement, pour fait d'avoir un peu moins de morts aux portes de l'Europe, c'est de faire des camps dans les pays de transit, dans les pays ou de départ. Alors, je disais, on aggrave encore la situation. Je sors du colloque sur les camps pour y revenir ensuite. Et donc, je crois que c'est une incapacité de penser la mobilité et de faire un vrai statut de citoyen beaucoup plus large que celui de son État en situation de mobilité. Donc c'est plutôt un impensé et une situation d'urgence, une façon de régler l'urgence qu'une façon de régler la gouvernance. Et aujourd'hui, cette entrée en mobilité du monde qui a été présentée ce matin notamment par Saskia à travers les différentes formes d'expulsion institutionnelle qui créent ces formes de mobilité, ont pour conséquence toute une série de gens dont on ne sait pas quoi faire et auxquels on ne sait pas quel statut donner.
Absolument. Alain Maurice, sur ces questions justement de statut, comment voyez-vous évoluer? Alors là, non pas au plan européen, mais au plan justement de ce qu'on dit, de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des autorités supérieures et lesquelles qui décideront, et en fonction de quelles normes, de quelle légitimité, du sort d'une partie grandissante de la planète? Oui, enfin, la question présentée comme ça est un peu vertigineuse, hein. Moi, je ne voulais pas parler vraiment de gouvernance parce que, je m'excuse, mais je n'ai pas le mode d'emploi du mot. Ah oui, alors je sais que le mot posait beaucoup de problèmes. Mais vous pouvez le décortiquer. Hein, oui, on peut le décortiquer. Mais moi, je vais prendre un biais parce qu'on a aussi parlé de citoyenneté, ça m'a beaucoup intéressé ce que j'ai entendu. Enfin, tout m'a intéressé, l'histoire de la mobilité que vient d'évoquer Catherine aussi. Je voudrais reprendre à partir de l'objection qu'a faite Saskia tout à l'heure, et pour dire que je suis tout à fait d'accord avec elle. J'ai présenté quelque chose de caricatural et d'exagéré. C'était un peu délibéré, mais je crois qu'effectivement, il ne faut absolument pas mettre toutes les situations dans le même sac. Moi, ce que je vois simplement concernant les camps, ce serait l'histoire d'une certaine gratuité par rapport aux impératifs économiques. Je m'explique. Alors, je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud, et plus particulièrement dans la province de l'ex-Transvaal, qui s'appelle la province du Mpumalanga, qui se trouve donc à l'ouest, à la frontière mozambicaine. Il y a une armée de Mozambicains qui font les allers-retours, qui sont installés, certains depuis l'apartheid, certains qui reviennent. Enfin, il y en a toute une série de catégories, un empilement de différents statuts, etc., puisqu'on parle de statuts. Et bon, alors il y a plus de réserve, il n'y a plus de homelands. Le Homeland, c'est quelque chose, ça a été bien analysé. C'était notamment les travaux de Claude Meillassoux, c'est-à-dire c'était des endroits, des réserves de force de travail dans lesquelles les gens se reproduisaient sur la base de l'économie domestique, et le capitaliste minier, agricole ou industriel puisait ce dont il avait besoin quand il avait besoin, et après, retournez chez vous, vous ne restez pas dans nos zones à nous. Entre parenthèses, ça devrait aussi vous rappeler quelque chose, parce que maintenant, avec les théories de la circulation migratoire qui sont très à la mode, on dit exactement la même chose chez nous. Il y a eu la loi Bossi-Fini, par exemple, en Italie. C'est une fois que vous n'avez plus de travail, au revoir et merci. Hein, d'ailleurs, la Suisse fait ça depuis les années 30 et les gens sont criminalisés dès qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc ça, l'ajustement contrat de travail, contrat de séjour, c'est quelque chose effectivement qui évoque l'apartheid. Et là, je pense ne pas me tromper quand je suis dans ce domaine-là. Par contre, ce que j'observe, c'est que ces Mozambicains, je ne dis pas qu'ils y ont perdu avec la fin de l'apartheid, mais ils ont quand même perdu quelque chose. C'est qu'avant, ils avaient des endroits où ils étaient chez eux. Et maintenant, ils peuvent être pourchassés. Moyennant quoi, les autorités sud-africaines ont gardé les townships, ont gardé les endroits géographiques qu'on appelait avant les réserves, qui sont encore administrés par un système tribal, ont gardé des endroits où les gens ont des possibilités de déplacement extrêmement limitées, ce qui fait que, moi par exemple, j'étais dans une ville blanche, la ville était complètement vide la nuit, les gens ils habitent à 40 km. Donc on est là-dedans, simplement, si vous voulez, avec le chômage, la fin de l'économie, de l'apartheid, etc., ça fonctionne à blanc. Et j'en viens à l'histoire des camps. En fait, il y a des camps, il y aurait peut-être deux catégories de camps par rapport à ça. Il y a ceux où on souhaiterait bien laisser les gens crever, c'est-à-dire que ça n'aurait pas d'importance, parce qu'ils n'apportent rien, ils ne participent pas à l'économie. Bon, il y a naturellement une économie informelle qui se forme, mais il n'y a pas forcément beaucoup de création de valeur. Et puis vous auriez les camps aussi, donc qui sont confiés à des organisations internationales, donc sur des budgets extrêmement coûteux, qui finissent, comme ça a été rappelé ce matin, notamment à partir du cas de la Jordanie, c'est aussi le cas de la Syrie, etc., de véritables villes, hein, Ramallah, etc. Bon, et ces camps-là, finalement, on les gère en injectant de l'argent indirectement pour les faire survivre les personnes par l'intermédiaire des organisations internationales. Donc là, de ce point de vue-là, même si on n'est pas exactement dans un système d'apartheid, on est quand même dans un système de cloisonnement, et c'est un peu le cas de l'histoire des Palestiniens dans les territoires occupés par Israël. On est dans un endroit où les gens n'ont plus de fonction. Voilà. C'est là-dessus que je voulais insister. Et je pense que ça a été le cas aussi pour nos rues en Australie, etc. Donc la logique, ce que je verrais, pour essayer de me raccrocher quand même au mot gouvernance, la logique que je verrais là, si vous voulez, c'est effectivement un fonctionnement à blanc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détachement de l'économie et de la création de valeur qui justifiait mon exagération de tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord avec l'objection que vous avez soulevée. Voilà. Si je peux après dire quelque chose... Vous pouvez. Mais je vais juste faire réagir Catherine Vitol de Winden, avant de vous redonner la parole, sur l'expression d'Alain Maurice à l'instant.
C'est-à-dire sur le terme Sur de effectivement, il a utilisé tout à l'heure ce mot d'apartheid, et puis cette idée qu'il y a une fonction économique qui est rattachée directement à la possibilité d'existence quelque part. Sinon, lorsque vous n'avez plus, merci Saskia, lorsque vous n'avez plus d'utilité économique dans un lieu, vous êtes amené à devoir, vous n'avez plus aucun droit d'une certaine manière à y rester. Alors ça, c'est vrai pour la gestion des flux qui correspondent un peu à l'immigration de travail, mais on a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on a aussi, parfois, pour des raisons diverses, surtout d'opinion publique, le fait de maintenir pendant très longtemps, et c'est le cas des demandeurs d'asile, par exemple, en France, des gens sans droit au travail. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont... on ne peut pas... interdire la demande d'asile puisqu'on est signataire, surtout en Europe, de la Convention de Genève, mais en même temps, dans les pays où il y a une opinion qui dit ils viennent en fait pour travailler, c'est des tricheurs, des menteurs, etc., c'est des faux demandeurs d'asile, on leur a retiré le droit au travail. Donc là, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'on accepte malgré l'opinion publique, parce qu'on a signé des accords, notamment cette fameuse Convention de Genève sur l'asile, des traités à valeur universelle, et en même temps, on leur interdit de travailler. Donc on a les deux situations. On a soit le schéma d'Alain Maurice en disant, en fait, on va les jeter, ça a été utilisé, le terme d'immigration jetable, s'ils n'ont plus de travail. En même temps, moi, je suis partagée là-dessus, parce que l'immigration jetable, certes, c'est une très mauvaise chose, mais en même temps, moi, j'ai commencé à travailler sur l'immigration à une période où les gens qui étaient OS, qui étaient très peu qualifiés, ils avaient quand même un statut. Et aujourd'hui, les gens qui ont des métiers peu qualifiés, ils n'ont pas de statut. Donc ça, c'est aussi une autre limite au phénomène. Mais aussi, on maintient des gens sans droit au travail pour ne pas être un facteur d'appel. Donc aujourd'hui, on a les deux situations dans un sens ou dans l'autre. Emmanuel Terré. Oui, je voulais juste introduire une petite réserve sur ce dernier point. En réalité, l'attribution par notre administration d'autorisation de séjour sans autorisation de travail est une invitation directe à travailler au noir. Et les gens qui n'ont pas d'autorisation de travail, eh bien, ce sont eux qui fournissent les rangs de la main-d'œuvre en situation irrégulière, dont on sait le rôle tout à fait essentiel qu'elle joue dans notre économie, dans tous les secteurs qui ne sont pas délocalisables. Par conséquent, refuser l'autorisation de travail, c'est une manière pour la préfecture de dire « mais allez travailler au noir, bien entendu à vos risques et périls, mais allez travailler au noir », et ils travaillent quand même. Oui, bien sûr. Julien Brachet. Moi, je vais. Vous n'avez pas parlé d'Afrique tout à l'heure, peut-être que là, la thématique vous en rapproche. Doucement, alors. Non, je vais rebondir là-dessus, mais pour le débat. Mais je me dis, une des choses qui nous pose problème dans les camps, à mon sens, c'est cette perte de maîtrise qu'ont les gens sur leur vie, leur temps de vie, leur lieu de vie, etc. Et c'est marrant de s'interroger sur ce droit au travail, qui évidemment est consensuel et même réclamé par les gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, le droit au travail, qui derrière est travail salarié, qui derrière est précaire, donc au travail salarié précaire, au noir ou non, n'est pas la plus forte des impositions, des temps et des lieux de vie des gens? Une imposition en dehors de leur choix. Et donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de défendre, d'un côté, quelque chose sous couvert d'eux, ils seront autonomes pour se nourrir parce qu'ils auront un petit salaire, quelque chose qui retombe dans les mêmes problématiques globales de l'imposition des temps, des lieux, des modes de vie? Mais est-ce que vous voulez dire, enfin, j'ai en tête votre intervention tout à l'heure, que finalement, être dans un camp ou ne pas y être, il y a des résonances, il y a des conditions finalement assez similaires, ce qui peut paraître quand même assez choquant. C'est sûr, mais on est dans une table ronde pour débattre. Mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est la même chose, c'est que j'ai l'impression que les camps, ce qu'ils mettent en exergue, en lumière, et ce qui nous font réfléchir, ce qui nous dérange dans le camp, ce sont des choses qu'on retrouve dans nos vies. Et vraiment, j'ai aimé ce que disait Sassen sur le réveil des comfort class. Là. On ne veut pas le voir pour nous. C'est-à-dire, qui ici dans cette salle, ou moi, je ne suis pas libre en fait, ni de mes mouvements, ni de mes temps de vie, ni de mon mode de vie. Bien sûr, peut-être plus libre que d'autres, mais je veux dire, c'est une question de degré. Mais ce n'est pas une question de valeur. Le fond est le même. Après, on pousse plus ou moins le curseur, mais dans le même rail. Et donc oui, quand ou pas quand, la question fondamentale de la liberté et de l'autonomie des individus est la même. Mais on ne veut pas voir la condition de l'encampé comme posant les mêmes questions pour la condition des non-encampés dans nos situations de salariés.
de salariés libres, citoyens. Même la question de la citoyenneté. C'est quoi avoir le droit de circuler si on n'a pas les moyens de circuler, ou bien si circuler, c'est partir en vacances, ou ça, aller visiter la Tunisie ou Saint-Domingue, non pas parce qu'on a envie d'aller en Tunisie ou à Saint-Domingue, mais parce qu'il y a des charters low cost qui peuvent nous emmener là-bas. Donc quelle est la part de liberté, en fait, même pour ces questions-là, des individus, si la question qu'on se pose au fond et qui nous dérange dans le camp est celle-là. Et à mon sens, elle est celle-là, mais bien sûr qu'elle doit dépasser les frontières du camp, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, que moi j'étais vraiment interpellé par tout ce que j'ai entendu ces 2 jours, ce ne sont pas des questions que je m'étais posées avant, mais je me dis c'est vraiment un révélateur de questions sociales beaucoup plus larges et extrêmement intéressantes, mais aussi extrêmement dérangeantes. Oui, donc votre intervention, vos propos, c'est de dire en fait, qu'est-ce que la condition des camps et des personnes qui sont les encampés, comme on dit, nous apprend sur nous-mêmes. C'est une sorte de jeu de miroir un peu déformé, mais d'une certaine manière, ils sont la pointe avancée de ce qu'on pourrait être chacun si les systèmes économiques, politiques, sociaux devenaient encore plus inhumains d'une certaine manière. De ce qu'on est déjà, mais à un degré moindre. Il n'y a pas un changement de nature, mais il y a un changement de degré. Alors, je vais me tourner sur ma droite si quelqu'un veut. Oui, Saskia Sassen, allez-y. Réagissez. So I think we need some new categories for analysis. And sort of for me, a first step, I already said that this morning, is to de-theorize. We have a lot of powerful categories that are invitations not to think. And so how do we begin to map these new realities? That is a collective task. You know, we're not going to get there individually. And it is an engagement with many different worlds. But really, what is the national state today? What is the middle class? What, you know, I could just go on and on. They are all there. They still exist. They matter. But they're unstable meanings, and we need to sort of go to the fuzzy edges, as I was saying this morning, to establish what are we really talking about? And out of there, and many people are doing this already, certainly in other parts of the world, rethinking some of this stuff. Remapping. And here I do think that anthropologists, you know, people who are close to the ground, to sort of look at practices, look at projectual thinking that people might have that we never ask what they think. I remember when I was doing a project on the environment, and they gave me a list of famous experts. And I said, no, I want to speak with the fishermen who don't know how to read or write, but who knows something about what's happening to the fish. I want to speak with the indigenous people in the Amazon forest who know before the trained biologist knows there is something wrong, there's something wrong. These other languages, and that is, I mean, I don't want to become a romantic. I think Pachamama is great, but you know, it's going to take us only so far, right? But I do think there is a collective task at hand, and it cannot be centrally organized. It is all these bits and pieces of new realities that I think that we need to get at. So, yeah. Merci Saskia Sassen. Catherine Vitol de Vanden, sur ce qui a été dit à l'instant, ça soulève, je trouve, une question, c'est finalement qui est responsable des camps? Qui demain sera responsable des conditions, de la condition humaine de plusieurs dizaines de millions de personnes, puisqu'on dit que ça va continuer? Est-ce que c'est une gouvernance mondiale? Et on comprend bien que c'est pas très évident de le gérer comme ça. Ou est-ce que c'est chaque État récipiendaire, entre guillemets, où sont les responsabilités de demain? Alors effectivement, on est face avec les phénomènes migratoires et de mobilité plus largement, face à un phénomène qui s'est mondialisé, mais les réponses restent nationales. Et ça, c'est une des grandes difficultés, parce que chacun veut renvoyer chez le voisin les indésirables, comme dit Michel Agier, et donc on est tout à fait victime de cette façon de penser le monde
toujours en termes d'État-nation, puisque l'État-nation est le sujet du droit international classique, etc. Donc ça, c'est une première difficulté pour penser des phénomènes transversaux. D'autre part, on met dans les camps les gens qu'on ne sait pas mettre, on ne sait pas où les mettre, donc on va les mettre dans les camps. Donc c'est la réponse, c'est ça. Il y a des gens qui bougent, on ne sait pas très bien qui ils sont, certains sont demandeurs d'asile, d'autres sont les victimes de telle ou telle catastrophe, et donc on va les mettre dans les camps puisqu'on ne sait pas très bien quoi faire, et on va les bloquer surtout. On va les bloquer dans leur mobilité. Et peut-être à la différence, mais pour poursuivre le débat qui a été commencé par Julien Brachet, je dirais que quand même une des grandes fractures du monde, c'est les gens qui ont le droit, même si la liberté est toujours relative, mais on n'est peut-être pas là pour faire une dissertation de philosophie, il y a la grande division, c'est quand même entre ceux qui ont le droit de circuler librement aujourd'hui et ceux qui n'ont pas le droit. Il ne faut pas oublier que les 2/3 de la population mondiale n'ont pas le droit de circuler librement. Les 2/3. Et que le pays où il y a le plus de droits de liberté sans visa, c'est le Danemark, numéro 1. Et beaucoup de pays africains sont tout à fait en fin de liste, et ils doivent fournir un visa, quelle que soit la destination qu'ils se proposent d'accomplir avec une migration. Donc ça, c'est une inégalité fondamentale. Et le résultat de cette inégalité, c'est précisément la peur du risque migratoire et l'encampement de ceux qu'on ne sait pas désigner et dont on a peur. Oui, allez-y Julien. Vraiment très brièvement, mais je suis d'accord avec cette inégalité fondamentale et d'une certaine manière, je me bats contre. Mais je veux dire, il faut bien voir la réalité des choses aussi. C'est-à-dire que les gens sont assignés à résidence, même s'ils ont cette possibilité de bouger. Qui a un passeport en France ? Il y a des gens ici à côté qui n'ont jamais vu la mer. C'est ça que je veux juste rappeler en même temps. C'est bien sûr, il faut battre pour ses droits, mais il ne faut pas penser que les droits civiques, la citoyenneté, permet de régler la question. Et c'est ça. Et on évolue peut-être, nous ici, dans des cercles on a peut-être tendance à oublier au quotidien cette réalité-là de l'assignation à résidence, y compris en France. Oui, Emmanuel Terret. Oui, on peut généraliser, mais ceci dit, en règle générale, dans cette salle, nous pouvons circuler dans les rues de Paris et dans les gares parisiennes et au métro Châtelet et Halles sans être contrôlés par la police, ou si nous sommes contrôlés, nous le sommes pendant 5 minutes, le temps de montrer notre pièce d'identité, ce qui n'est pas le cas des gens dont nous parlons, en particulier des migrants en situation irrégulière, qui, eux, s'y sont contrôlés, risquent de se retrouver d'abord en centre de rétention, et puis ensuite dans l'avion de l'expulsion. Donc tout n'est pas pareil, tout n'est pas la même chose. Il y a des degrés, il y a des grades, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on interroge les migrants eux-mêmes, et après tout, après quelque chose comme 18 ans d'activité dans le mouvement des sans-papiers, j'en ai rencontré un certain nombre, ils vous disent 2 choses. Ils disent une première chose, c'est que la liberté d'aller et venir, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, aujourd'hui, la forme moderne, c'en est la liberté de migration. C'est un droit fondamental de la personne humaine qui leur appartient en tant que tel et que personne n'a le droit de leur confisquer, de leur interdire l'exercice. Ça, c'est une première chose qui est dite. Quelle que soit la situation, ils considèrent que c'est à eux de décider s'ils veulent bouger, s'ils ne veulent pas bouger, s'ils veulent migrer, s'ils ne veulent pas migrer, etc., etc. Bon, ce qui, je le dis en passant, fait que l'emprise des États sur la décision de migration est en réalité très faible. La décision de migration, elle est prise soit par l'individu, soit par la cellule familiale, soit dans certains cas par la communauté villageoise, je l'avais vu dans la vallée du fleuve Sénégal, mais jamais, au grand jamais, on ne demande l'autorisation de l'État quand on a décidé d'émigrer. Alors l'État peut contraindre à la migration, ça c'est les cas d'expulsion que Saskia vous parliez ce matin, mais sinon, on ne demande pas l'autorisation de l'État. Et puis alors la deuxième chose que disent les migrants, et que disent en particulier les sans-papiers, quand ils engagent le mouvement pour la régularisation, et ça, 9 sur 10 vous le diront, nous voulons vivre comme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, nous voulons vivre comme tout le monde? Ça veut dire que nous voulons mettre un terme à la ségrégation dont nous sommes l'objet. Et là, le terme d'apartheid me paraît tout à fait pertinent. En réalité, il y a au cœur même de notre société une ségrégation entre des gens qui n'ont pas tous les droits, mais un certain nombre de droits,
nous tous ici, et puis des gens qui sont privés de droits, le droit à résidence, privés du droit au travail, privés du droit à la santé, etc., etc. Et donc nous avons une ségrégation à l'intérieur de ces États, et c'est cette ségrégation qui est la cible des travailleurs migrants qu'en tout cas moi j'ai rencontrés. Et ça, ségrégation, apartheid, vous voyez, Alain Maurice, on y arrive quand même un petit peu. On voit bien que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure comme un peu une provocation, si on rentre un peu dans le détail des choses, et on sait que le diable est dans les détails, on voit bien que les conditions des uns et des autres peuvent être quand même très peu enviables lorsqu'ils sont dans la situation décrite par Emmanuel Terré. Oui, ça m'arrange qu'on y retourne pour reprendre la parole. Évidemment, je souscris à ce que tu dis, Emmanuel. Bon, mais quand même, cette histoire de liberté d'aller et venir, rappelons-le, ça a sans doute été fait, je m'en excuse d'avance si c'est le cas, durant ce colloque, mais enfin, il y a quand même, c'est sous l'injonction de l'Union européenne que 3 États du Maghreb ont pris des dispositions législatives, le Maroc en 63, la Tunisie en 64, l'Algérie, je ne sais pas, pour créer un délit d'émigration irrégulière. Hein, délit d'émigration irrégulière. Les gens du Conseil de l'Europe ont analysé ça de façon... Les bureaucrates du Conseil de l'Europe ont analysé ça de façon très fine. C'est une conséquence directe de la chute du mur de Berlin. En ce sens qu'il y avait un rempart, que ce rempart n'a pas existé. Mais quand on a commencé, quand on tirait dans le dos des gens des fuyards, ça se passait au mur de Berlin. C'est-à-dire les gens n'avaient pas quitté le pays. Peut-être, comme disait Voltaire, de peur qu'on sache comment c'était à l'intérieur. Enfin voilà. Et donc, encore une fois, sous la dictée des pays de l'Union européenne, dont l'Espagne et la France, au premier chef, hein, ces pays-là ont décrété que l'émigration faisait l'objet, étant irrégulière, faisait l'objet d'un délit. Hein, et ça, c'est quelque chose qui a été, lorsqu'il a été le président de la réunion dite 4+4, ou 6+6 plutôt, non, je crois, de 5+5. Ben voilà, c'est ça, on va en faire... C'est un bon compromis, on fait un compromis. Oui, tu as raison, c'était 10. 5+5, c'était Nicolas Sarkozy lui-même qui avait félicité les pays du Sud, c'est-à-dire les 5 du Sud, de leur action en faveur de la lutte contre l'émigration, en un seul mot, irrégulière. Et Le Monde avait titré pleine page, on avait fait un communiqué à la suite de ça à Migre Europe, Le Monde avait titré pleine page, à la suite du sommet de Séville de juin 2002, il avait titré pleine page, les pays de l'Union européenne, les 15 à l'époque, je crois, ou les 12 plutôt, ne prendront pas de sanctions contre les pays d'émigration irrégulière. Donc c'est devenu un vocabulaire officiel. C'est quand même un peu fort de café quand on pense, il faut le rappeler, jamais on ne cessera de le rappeler, le deuxième alinéa de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dit toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et qui ajoute d'ailleurs d'y revenir. Et évidemment, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup utilisé, ce d'y revenir. Le droit au retour, ça c'est quelque chose que les bureaucrates de Bruxelles savent et de l'Organisation internationale de l'immigration, pour l'immigration, savent très bien utiliser. Bon, alors voilà, donc c'est apartheid ou pas apartheid. Moi, je veux revenir sur ce truc-là. Je suis d'accord avec ta notion de ségrégation, bien sûr. Ce que je veux dire simplement, c'est que le modèle... C'est ce que j'ai voulu dire quand je parlais tout à l'heure d'un fonctionnement à blanc, c'est que le modèle d'apartheid des gens qui sont enfermés chez eux n'est pas forcément un modèle positif sur le plan économique. C'est-à-dire que, mais oui, non, mais c'est pour ça que je dis il tourne à blanc, c'est pas la même chose. Tandis que les réserves, les homelands sud-africains avaient un réel intérêt, dans l'intérêt bien senti pour les blancs qui dirigeaient le pays. Donc c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça ? C'est le fait que j'ai l'occasion de lire pas mal de choses et de témoignages là-dessus parce que je dirige une thèse qui est en train de se boucler sur la question des retours au Mali et que Clara connaît bien. Les retours au Mali, on ne soupçonne pas si on n'a pas enquêté. Ça, Julien, il sait ça. Mais on ne soupçonne pas si on n'a pas enquêté, si on n'a pas lu des choses, etc. La détresse et la marginalisation que ça représente des personnes. Alors là, si vous voulez, c'est le Mali, effectivement. C'est pour ça que j'ai fait cette exagération, Saskia, tout à l'heure. C'est le Mali qui devient un camp. De revenir. Comment ? Vous dire la détresse, quoi, de revenir. Mais c'est ce qu'on appelle les retours volontaires, mon œil. C'est jamais des retours volontaires, c'est des retours contraints. Voilà. Alors maintenant, les contraintes peuvent être plus ou moins grandes. Et à ce moment-là, le Mali, il y a eu des films d'ailleurs. À Bamako, ces gens-là, ils n'osent même plus rentrer chez eux.
Parce qu'ils ont un peu rompu le contrat avec leur famille. Et puis, il y a la honte et il y a le poids ça a été observé aussi. Il y en a qui se clochardisent complètement. Parce qu'il n'y a pas assez d'ONG ou pas assez d'argent. Alors, c'est quelque chose, mais de complètement dramatique. Et là, on est vraiment dans une logique similaire à celle du camp. C'est ça que je veux vous dire. On ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas entendu, vu ou lu des témoignages de ce que ça peut représenter. Je pense que si vous parlez avec des gens qui disent, par exemple, que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, ces gens-là vous tiennent exactement le même discours. Si Clara, dans la discussion, pourra me contredire éventuellement, mais je crois quand même que c'est comme ça que ça se présente. Merci Alain. Alors, Saskia Sassen, une réaction, et puis Julien Brachet après. I just wanted to say that the United States is actually exhibit number 1, perhaps. I don't know, there might be other countries. So we moved immigration, the whole subject, you know this, of course, the subject of immigration, to a new department that is called Homeland Security, which is in charge of tracking terrorists and internal enemies and all of that. Today, we still remember that in the US, but very soon, immigrant will stand for Homeland Security threat, which is sort of an extreme version of a redesignation of a subject, which has also great histories and great contributions, and it is lost. It really is a thinning of the subject. I don't know how you say it in French, but le sujet, that is the immigrant, from a positive to a threatening. And most immigrants in the United States have nothing to do with Homeland Security. You're average, so. Homeland Security, ça fait penser à ministère de l'identité nationale un peu. Il y a des petites choses un peu oui, qui a eu à un moment donné des tentations. C'est plus grave, c'est le terrorisme. Bien sûr, bien sûr. Julien. D'ailleurs, sur les liens entre les politiques antiterroristes et les politiques anti-migratoires, il y aurait sans doute des choses à dire. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alain Maurice. Sur le délit d'émigration des pays du Maghreb, d'émigration donc illégale, et dire que la volonté de contrôle européenne des mobilités, elle est allée au-delà et elle est rentrée aujourd'hui à l'intérieur du continent africain. On peut considérer que d'une certaine manière, la Méditerranée, voilà, les côtes nord de l'Afrique sont en face des côtes européennes. C'est ce qui a permis de légitimer au niveau des parlementaires cette idée d'émigration illégale. Mais après ces années, là c'était les débuts des années 2000, ils ont continué. Et ça, c'est rentré à l'intérieur dans les frontières. Alors évidemment jusqu'au Sénégal, qui a des frontières maritimes, qui sont considérées être aussi des frontières extérieures. Enfin, Frontex va agir jusque sur les côtes sénégalaises. Bon, mais même à l'intérieur du continent. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions européennes avec des policiers physiques sur les frontières internes, notamment les frontières sahariennes, celles que je connais le mieux, où les gens installent des postes de contrôle, tout un armada, et je reviens avec ces histoires techniques, à mon avis la technique est centrale là-dedans, mais de contrôle des individus pour empêcher les gens de traverser ces frontières sahariennes. Or, les États se retrouvent avec l'injonction européenne, injonction parce qu'il y a c'est pas vraiment de la négociation, il y a toutes les aides au développement derrière qui sont mises dans la balance, etc. Mais l'injonction d'arrêter leurs ressortissants et les ressortissants des communautés d'États africaines, comme la CEDEAO par exemple, ou l'UMOAC, etc., même si ces gens-là sont en situation régulière dans le pays où ils se trouvent à ce moment-là, d'Afrique de l'Ouest, par exemple un Malien ou un Ivoirien qui va se retrouver au Niger ou au Mali, peut être arrêté dans le pays sous couvert de supposition d'intention d'aller irrégulièrement au Maghreb puis en Europe. Donc on se retrouve dans ces situations complètement aberrantes du point de vue du droit international et qui pourtant sont bien réelles. Beaucoup de réactions. Alain, Saskia Sassen et puis Catherine Vittel. Oui, alors non mais rapidement, à mon tour de rebondir sur ton rebond, ce que tu as vu au Sahara, ça s'est vu également donc au Sénégal. Mais d'une façon, alors là, il faudrait parler des agents de liaison, il faudrait aussi parler de l'agence Frontex. Quand l'agence Frontex, au titre de la coopération, essaye de coopérer, puisque c'est le mot officiel, avec les autorités locales, elle n'est pas supposée diriger les opérations. Et tout le monde, il y a eu une commission d'enquête britannique, d'ailleurs, où un agent de Frontex s'est emmêlé les pinceaux en répondant au Parlement. C'est évidemment Frontex qui prend les initiatives. Et on a vu quand même des choses hallucinantes, c'est ça que je voulais juste signaler. C'est que donc c'est pas seulement le Maroc, comme je disais, le Maroc, enfin ces trois pays-là, il y a aussi la Mauritanie, mais il y a aussi le Sénégal. Et on a vu des choses hallucinantes à l'époque des Cayucos. C'est-à-dire à l'époque où Abdoulaye Wade était en train d'essayer de négocier avec l'Espagne et la France un peu d'argent pour arrêter les trucs des Cayucos, on a vu la police ou la gendarmerie, je crois que c'est plutôt la gendarmerie sénégalaise, arrêter des gens qui étaient dans des pirogues qui venaient de Guinée.
C'est-à-dire qu'ils venaient de plus au sud. Et emprisonner des personnes pour délit d'immigration illégale parce qu'elles arrivaient dans les eaux territoriales Donc ça, c'est vraiment la police de l'Europe et réellement à distance. Il n'y a pas de limite, hein, ça pourrait être encore plus bas. Hein. Et donc il faut l'avoir entendu pour le croire, parce que c'est quand même absolument invraisemblable que le Sénégal emprisonne des personnes qui sont sur des bateaux sous le prétexte que, sans doute, l'intention est de rejoindre les îles Canaries. Voilà la précision que je voulais donner, parce que je crois qu'on est quand même toujours dans notre sujet, même si ce n'est pas exactement une question de gouvernance. Mais je sens que vous avez un problème avec la gouvernance, donc, qui est partagé. Saskia Sassen et Catherine Wittol de Wendel. I just wanted to add something that Monsieur... that you wanted to say. So I want to look at the rich countries, the receiving countries, how they have abused their own law. And I don't know how you say in French, but I gather it's droit de la mer, what in English we call high seas jurisdiction, where the state or an actor from a state can actually abdicate from the rules of its own legal system. We're talking big deal. You know, it comes out of merchant law, etc. I hope that people understand a bit of my English out there. But so Charles de Gaulle, JF Kennedy, Heathrow Airport, they created a high seas jurisdiction, which allowed them to send those immigrants back without even, you know, because they can abuse their own law. They can abuse non-refoulement to avoid that jurisdiction. Now, evidently, this is under revision and they're going to change it. But that is, you know, another version of what you're saying right here in our very developed countries. Merci Saskia. Et Catherine. Je voulais juste rappeler un peu à l'inverse de nos débats que la plupart des sans-papiers sont entrés légalement. Et ça aussi, ça crée des formes d'encampement parce qu'en fait, d'une part, ils n'ont pas le droit de circuler, c'était rappelé tout à l'heure par Alain Maurice, ils sont soumis au contrôle d'identité, etc. Ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont victimes soit de filières de travail irréguliers et d'exploitations diverses. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, donc ils sont sédentarisés dans le fait qu'ils peuvent pas retourner et repartir parce que le coût et le risque sont très élevés. Donc ça aussi, c'est une forme de sédentarisation aléatoire et parfois d'encampement parce qu'ils vivent dans des lieux extrêmement précaires qui sont liés à l'interdiction de circuler librement. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un autre aspect. Tout le monde ne traverse pas la Méditerranée sur une barque. Beaucoup entrent légalement, mais ensuite sont dans des formes d'enfermement juridique qui parfois conduisent à des formes d'encampement. Emmanuel Terret, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que disait Catherine ? Non, je confirme tout à fait ce que dit Catherine. En réalité, la plupart des migrants... Le micro, pardon. La plupart des migrants rentrent soit comme demandeurs d'asile et sont déboutés, 9 sur 10 d'entre eux au bout de quelques mois, soit rentrent avec un visa de tourisme et restent au-delà de leur visa de tourisme. Mais il y a eu une enquête du comité des sans-papiers de Lille sur les sans-papiers régularisés de la région, et ils ont été très nombreux parce que ce comité était très actif. Et parmi les chiffres intéressants qu'a donné cette enquête, il y avait effectivement l'indication selon laquelle 85% des intéressés étaient rentrés légalement sur le territoire français. Saskia Sassen, est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre les réglementations, le sort que les Européens réservent aux migrants et la même chose aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une vision américaine spécifique par rapport à la vision européenne de ces camps et de ces questionnements? So I have two elements for an answer. One is that the United States is really a bit more, to put it nicely, is rudimentary. They have far less law, far fewer distinctions. They barely have a refugee law. So they're a bit underdeveloped when it comes to the legal system. And they feel very comfortable with that, I think. You know, they can do what they want, basically. But, and they sort of do. But the other thing I wanted to say is, I just forgot it. There's something that I really wanted to say. I can't remember it, so I'll remember it. It was another subject.
Je vous donnerai de nouveau la parole quand vous aurez retrouvé le deuxième point. J'aimerais savoir, parce que l'heure a un petit peu tourné, peut-être qu'on donnera tout à l'heure la parole à la salle, et Michel déjà a un doigt quasiment levé. Et donc, simplement, on comprend en vous écoutant que ce phénomène va durer. Va s'installer, et il est déjà massif, mais on ne voit pas qu'il ne le devienne plus. Donc, même si le mot de gouvernance déplaît, et je comprends, parce qu'on parle aujourd'hui, on l'a utilisé pour les crises financières, pour les crises économiques, pour la santé, etc. Bon, et on voit bien toujours les failles qu'il y a dans cette idée de gouvernance. Est-ce qu'il y a une supranationalité extraordinaire qui va s'installer au-dessus des États pour dire la loi, pour dire le droit? Et on voit bien que ce problème est encore devant nous. Il est adressé et que personne, finalement, n'a apporté une réponse satisfaisante. Alors, je ne sais pas si on va légiférer ici à cette tribune, mais simplement, est-ce que chacun d'entre vous, en fonction de vos expériences, de vos réflexions, de vos connaissances, vous avez moyen de dire les années qui viennent, les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans, voilà ce qui pourrait arriver, voilà la meilleure manière de prendre en main et à bras-le-corps cette thématique des camps, tout en sachant, et ça c'est une des grandes leçons qu'on retient quand on lit ce livre, cette somme, et c'est de dire que les camps ne sont pas seulement des lieux d'enfermement, mais sont aussi des lieux où des carrefours culturels, des choses se passent, et ils ne sont pas des lieux où on subit. Voilà. Well, so the first point I'd like to make is that I said that this morning already, that some of these camps could be cities rather than camps. In other words, complex, diverse, incomplete, not closed, not totally formalized. And I think that's a very interesting point. On the question of governance generally, I will leave governance of camps to those who know more about it. But on the question of governance generally and supra-governance, there are two markers, I would say, two distinctions to be made. One of them is that we have very little, strictly speaking, global law. We have 2. We have a lot of globalization, but it is a lot of privately enabled or particularly enabled through national law. We have only, strictly speaking, 2 global laws. One is a powerful tool for us, the citizens. We can actually do stuff. This is in the International Criminal Court. We can take dictators to court. What happens afterwards, we don't know. But Bush, former Bush, he cannot go to Switzerland because citizens made a motion, right? And there are many, many, Kissinger, 6 countries he cannot go to. Because of citizens, this is enormously important. We can go to a lower order court. You see, now the French system is a bit more bureaucratic, but I'm sure that there is some version for you as well. The other law is WTO law, which by now is benign compared to the new treaties. I have already mentioned this several times. This is urgent that people know about it. So WTO law started by overriding claims by national states. The famous case in Canada that a firm sued the Canadian government for cutting on its right to make profits. Just now, Waterfall, the Swedish firm, people have heard of it, has asked for money from the German government for many billions because it cut off its nuclear program to go to renewables. And this firm, which is in nuclear energy, says, but you're making me lose billions and billions of profits. This is a live lawsuit. As a response, the German government has said, okay, we go back to nuclear. This is incredible power in little elements of the global system, which are some very powerful firms, but they're little elements. Now, okay, I said enough. I think, I'll stop talking. I am a Dutch self-disciplined speaker. Can you tell or not? Merci. Catherine, vous voulez répondre à la question que je posais tout à l'heure, essayer d'y répondre, parce que j'ai bien conscience qu'elle est, comme disait Alain Maurice tout à l'heure d'une autre question, un peu vertigineuse. Oui, tout à fait, mais moi je suis tout à fait favorable à la gouvernance, même si le terme n'est pas très heureux, parce que la gouvernance
multilatérale, comme on dit, et la seule façon, d'une part, d'impliquer la société civile et différents acteurs, associations, employeurs, syndicats, et des associations de défense des droits des migrants, associations de migrants, etc., pays de départ, pays d'accueil, à la même table, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore, mais enfin, il y a quand même des forums de la société civile aujourd'hui dans les forums mondiaux migration et développement. Donc, je pense que la question du droit à la mobilité va devenir au cours du XXIe siècle, grâce d'ailleurs au militantisme, une des questions aussi brûlantes qu'a été la question de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éduqués, qui sont informés et qui savent qu'ailleurs dans le monde, on peut vivre autrement. Et tant qu'il y aura des gens qui sauront ça, il y aura une plus grande aspiration à la mobilité. Donc, et seule la gouvernance mondiale, la signature de la Convention de 1990 des Nations Unies, proposée à la signature au bout de 10 ans de travail de l'élaboration du texte, pour l'instant, elle n'a été signée que par 48 États, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé cette convention, qui n'innove en rien, qui n'est absolument pas révolutionnaire, qui dit simplement il y a toute une série de droits qui existent dans le monde pour les migrants, ils existent déjà, il faut les respecter. Donc les pays du Nord ne veulent pas entendre parler de cette convention parce qu'elle donne certains droits aux sans-papiers. Les grands pays du monde ou les grandes régions du monde d'immigration tournent le dos. Aujourd'hui, j'étais l'an dernier avec Hélène Thiollet au dialogue de haut niveau à New York sur la question de la gouvernance mondiale des migrations. Les États-Unis ont dit explicitement qu'ils ne voulaient pas de cette gouvernance parce que ça limitait leur marge de manœuvre dans la gestion des politiques migratoires. Les pays européens qui ont souscrit à tous les principes généreux qui étaient évoqués là-bas, en même temps, ont donné la réponse après les 364 morts de Lampedusa en disant il faut renforcer Frontex et on va partager le fardeau. Donc les bras m'en sont tombés parce que c'était le jour de la réunion du dialogue de haut niveau à New York. On disait il faut faire du droit à la mobilité, un bien public mondial, etc. Donc là on est dans des paradoxes considérables. Et il y a une telle... Aujourd'hui, combien faudra-t-il de morts pour que, enfin, on ait un autre type de gestion des migrations? Et je pense que, comme la gestion étatique ou la gestion pluriétatique qui est celle de l'Union européenne, parce que c'est encore très très imprégné du souverainisme, n'arrive pas à gérer le problème, je pense que seule la gouvernance permet d'aller au-delà et d'imposer des normes, comme on en a dans beaucoup d'autres domaines, aux États, pour qu'on prenne en compte toute une série d'éléments, parce que la migration, c'est pas quelqu'un qui décide un jour de partir ailleurs, c'est tout un phénomène d'un monde qui est de plus en plus interdépendant, c'est un phénomène structurel, et donc si on prend une décision ici, elle a une conséquence là-bas, et de mettre autour de la table tous ces acteurs et toutes ces questions en même temps permettra d'éviter les drames et les privations de droits de l'homme qu'on a aujourd'hui avec la question migratoire. Merci beaucoup pour cette réponse et ces informations et le parallèle que vous avez fait entre le débat sur l'abolition de l'esclavage et ce qu'il en est aujourd'hui des migrants, et je trouve très fort. Merci. Emmanuel Terré, vous vouliez donner quelques éléments à votre tour. Mais en ce qui concerne le problème des camps, personnellement, je suis tout à fait convaincu par les fondamentaux posés par Achille Mbembe mercredi soir, à savoir, en tant que les camps sont une restriction à la liberté de circulation et en tant que les camps annulent la citoyenneté à l'intérieur, il faut abolir les camps, ce qui ne signifie pas nécessairement les détruire, mais les transformer en cités de plein exercice où les ressortissants jouissent à la fois de la liberté de circulation et des droits d'auto-administration liés à la citoyenneté. En ce qui concerne le problème plus général de la migration, je crois que le bon sens commande de dire qu'à l'horizon, à quel terme je ne le sais pas, mais à l'horizon, ce que nous avons, c'est le retour à la liberté de circulation. Plus exactement, l'abolition du privilège de la libre circulation réservée aux pays du Nord et l'extension de la liberté de circulation à l'ensemble du monde. Alors bien entendu, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça suppose toute une série de travaux préalables, d'étapes préalables, de pédagogie préalable, mais d'ores et déjà, un certain nombre de mesures peuvent être prises dans l'immédiat qui marquent un pas dans cette direction. Il y a quelques années,
les associations qui s'intéressent à la migration, que ce soit la LDH, que ce soit le GISTI, que ce soit le MRAP, etc., s'étaient mis d'accord sur une série de mesures qui avaient l'avantage de pouvoir être prises immédiatement par le gouvernement français sans l'autorisation nécessaire de l'Europe, et qui consistaient en fait à réintroduire les étrangers dans le droit commun, c'est-à-dire à abolir la spécificité du droit réservé aux étrangers. Alors ça impliquait un certain nombre de mesures, bon, je ne les énumère pas toutes, mais il y avait la dépénalisation du séjour irrégulier, la fermeture du centre de rétention, le caractère suspensif des recours, etc. Et toutes ces mesures aboutissaient en fait à paralyser la répression, c'est-à-dire à rendre la répression impossible, ce qui est logique, parce que comme la répression s'inscrit dans un droit spécifique, dans un droit particulier, quand vous abolissez ce droit particulier, vous paralysez la répression. Et paralyser la répression, c'est faire un pas en avant extrêmement important, dans les faits, vers la liberté de circulation, puisque ça interdit de réprimer le franchissement illégal des frontières, etc., etc. Ces mesures-là, elles peuvent être prises. Après, nous sommes dans une problématique de volonté politique. Alors ça, c'est un autre sujet. Julien Brachet, sur ce point qui seront des mots de conclusion avant qu'on donne la parole à la salle. Des mots de conclusion donc sur la politique fiction des camps dans 5, 10, 15 ans. Je dirais, compte tenu du fait que non, on a une réalité qui n'est pas une fiction, justement. Non, mais de ce qu'on face à cette réalité, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui peut se passer de bien Ben si, je dirais... faudrait que les camps soient peut-être pas des laboratoires de la gouvernance, parce que gouvernance, j'ai aussi, bon, c'est un peu flou, mais s'il y a gouvernance, c'est qu'il y a quand même gouverné et gouvernant. À un moment donné, il y a cette dichotomie-là qui est quelque part dans le terme. Et moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est qu'on garde les camps, mais sous une forme peut-être d'exception, on les garde en tant que lieu d'exception, mais d'exception de la réappropriation réellement du local et de la vie par les individus. Et d'expérimenter voilà, d'autres modes de vie dedans, plutôt que d'essayer de les fondre dans le reste de ce qui nous semble être des espaces normaux de non-exception. À la rigueur, ils sont là et ça pourrait être intéressant de les prendre comme ça. Alain Maurice. Moi, je suis également partisan depuis longtemps de la liberté de circulation et d'installation, j'ajouterais d'ailleurs. Et je souscris tellement à ce que tu viens de dire, Emmanuel, que je vois mal ce que je pourrais ajouter, sauf peut-être ceci. Une nuance qui est tout à fait dans le style de mon pessimisme et mon scepticisme viscéral, c'est que ces propositions à l'élaboration desquelles tu avais plus que participé, tu sais très bien qu'elles sont inacceptables pour les gouvernants tels qu'ils existent aujourd'hui. Tu n'es pas naïf au point de penser que les propositions de faire des pas en avant faire entrer les étrangers dans le droit commun, etc., vers la libre circulation, puissent être acceptées par les gouvernants que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pas le sens de l'histoire, en tout cas. Non, c'est malheureusement pas le sens de l'histoire telle qu'ils la conçoivent eux. Voilà. C'est pas très optimiste ce que je dis là, mais de toute façon, je reviens à la première question d'Éric tout à l'heure, à savoir, oui, en effet, on est quand même dans une montée en puissance. Si j'ajouterais quelque chose, tu sais, il y a au moment où on commence à publier en France des bouquins extrêmement réactionnaires dans le genre, c'était beaucoup mieux avant. C'est quand même une question que je me pose toujours un petit peu, c'est qu'est-ce qu'il en était il y a 100 ans? Est-ce que pour reprendre les histoires de mobilité, etc., est-ce que c'était mieux? Comment ça se présentait. Je ne suis pas complètement convaincu que la société civile aujourd'hui n'ait pas peut-être un petit peu plus de capacité de rebond, comme encore une fois peut-être cette réunion peut le prouver, alors qu'autrefois peut-être on était déjà aussi dans peut-être pas la banalisation au sens d'Hannah Arendt, mais dans la banalité des choses. Moi je ne sais pas si vous lisez les romans de Gensu par exemple, bon, là aussi pour reprendre ce que disait Julien, des gens qui n'avaient même pas vu, c'est même pas la question d'être sortis de Paris, ils n'étaient pas sortis de leur petit quartier. Par exemple, la Cour des miracles. Voilà. Merci. Alors, je me disais bien qu'Emmanuel voulait réagir. Et ensuite, Saskia Sassen. Dans un très beau passage de son livre qui s'appelle Le monde d'hier, Stefan Zweig rappelle qu'avant la Première Guerre mondiale, on pouvait circuler sans carte d'identité, sans passeport. Et il explique qu'il déplore le temps qu'il a dû consacrer ensuite
à rédiger des demandes de passeport, des formulaires d'entrée, des demandes d'autorisation de séjour, etc. Et dit-il, compte tenu du temps que j'ai consacré à tout ça, eh bien, j'aurais pu écrire au moins 2 ou 3 romans supplémentaires qui auraient enrichi considérablement le patrimoine culturel de l'humanité. Saskia, et puis Catherine ensuite. Alors, Catherine Vitol. c'est aussi vrai que dans cette époque, les États n'avaient En pas français, la en français. capacité. Oh, je parlais français. Très J'ai bien, pas, très bien. j'ai pas Continue, remarqué. Go on, Saskia. La capacité de contrôler les frontières. Alors moi, je voulais dire 2 petites choses. Et c'est que la grande plupart de tous les migrants, réfugiés, etc., sont des citoyens aujourd'hui. Ce n'était pas le cas depuis la Première Guerre mondiale. Il y a après 10 millions qui ne sont pas. Et ça, c'est une petite quantité. Numéro 2, le citoyen, nous les citoyens avec nos droits, nous on dû lutter. We had to fight. Ces droits ne sont pas tombés comme ça du ciel. Hein. On a dû lutter. Et maintenant, il faut lutter. Nous devons lutter pour nos droits et pour le droit de tous les autres. Parce que ça ne va pas marcher de faire cette distinction. Alors, ça sonne peut-être un peu d'idéalisme, mais je ne crois pas. Si on voit l'histoire, il y a des époques quand les choses comme ça, et ce n'est pas parce qu'il y a des grands leaders politiques, c'est plutôt le genre, it's a mess, but it works. Yeah, that's my final. Thank you. Merci Saskia. Catherine. Mais on peut l'applaudir, hein, et puis il est fort en français aussi. Je dirais juste une des choses qui ont changé depuis ces 20 dernières années, avec la chute du mur de Berlin et beaucoup d'autres phénomènes qui se sont passés au Sud, c'est la généralisation de la possibilité d'avoir un passeport. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on est passé d'une interdiction de sortie à une interdiction d'entrée. Autrefois, il y a 100 ans, il y avait des tas de gens qui ne pouvaient pas sortir de leur pays. Il y avait des pays d'où on sortait parfois un petit peu irrégulièrement, ou dont on voulait se débarrasser de certaines minorités, etc. Mais le gros du bataillon, si j'ose dire, parce ils cultivaient la terre, parce qu'ils payaient des impôts, parce que ça faisait des soldats, les États étaient attachés à les garder. Et donc, il était difficile de sortir de chez soi, mais très facile d'entrer ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a eu une généralisation du droit de sortie à l'échelle mondiale depuis 20 ans, depuis la chute du mur de Berlin, et aussi au Sud, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient plus intérêt à faire sortir leur population qu'à les garder chez eux. C'était risqué pour la stabilité politique d'un certain nombre de pays, puis ça rapporte de l'argent, 400 milliards de dollars envoyés par les migrants en 2012 dans leur pays d'origine. Donc, généralisation du droit de sortie, mais très grande difficulté du droit d'entrée. Donc le système s'est complètement inversé. Merci beaucoup. Alors, je pense que pour les 10 minutes qui viennent, si vous voulez poser quelques questions, je vois déjà un doigt qui se lève. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler. Merci beaucoup. Monsieur, c'est à vous. D'abord, je suis un peu étonné des chiffres que tu as amenés. C'est qu'il y a 10 millions de personnes qui ne sont pas citoyens. En fait, dans le monde arabe seul, il y a plus de 10 millions, parce que les Palestiniens seuls, ils sont à peu près 4 millions sans passeport, je veux dire. Et en fait, c'était extrêmement intéressant cette discussion, mais à un moment donné, il y avait un moment très postmoderne pour moi, qui a vécu un quart de siècle dans un réfugié, dans un camp de réfugiés, qui a vécu sans papier un quart de siècle. Je veux dire que, en fait, si je prends le camp du Yarmouk, par exemple, 90% des gens, ils n'ont jamais quitté la Syrie. Je veux dire, qu'est-ce que signifie de ne pas avoir un passeport, un laissez-passer? C'est très lourd. Je veux dire, qu'est-ce que signifie, je veux dire, qu'est-ce que signifie même dans un pays comme la Syrie qui a donné certains droits sans nationalité aux Palestiniens et que le Palestinien était, comme Hannah Arendt a dit, 150% syriens, etc. Et ils sont lâchés maintenant, et ceux qui sont en dehors de la Syrie ne peuvent plus retourner en Syrie, ils ne peuvent plus rester au Liban. Ils n'ont que la mer comme un espace généreux pour eux, qu'ils se noient et que la forteresse. Donc en fait, je veux dire, la situation est
concrètement est beaucoup plus dur que ce que j'ai entendu, etc. Et je vais dire un seul mot sur la gouvernance mondiale, à partir de vraiment de travail très empirique, de dire c'est honteux, à mon avis, de plus en plus l'État-nation a de pouvoir beaucoup plus que l'instant, l'UNHCR, etc. Je veux dire, l'UNHCR, elle négocie rien. Je veux dire, c'est des gratte-papier, bureaucrates qui voulaient le mois de travail. Je veux dire, il y a quelques jours, l'autorité jordanienne, il est entré dans les camps pour fermer les petits épiciers qui vendent de café et de thé. Je veux dire, l'UNHCR, il n'a fait rien. Je veux dire, malheureusement, on est dans un temps où il y a un renforcement de l'État-nation en ce qui concerne la gestion des camps. Merci, monsieur, pour ce témoignage qui est plus qu'une question. Mais Saskia, vous vouliez dire un mot? The figure that I'm citing, I didn't count it, okay? But this is, and supposedly this is a figure that is a function of states that no longer exist, whereas the Palestinians have a special regime, etc. So it is a particular, and another estimate, I didn't say that, I wanted to be brief, is 50 million. Now, the recent events in Syria, etc., are feeding that. But the formal figure is that figure. Now, the other thing I wanted to say is that I do think that we need to go back to some transversal notion. And I say that because I agree with you. I have long argued that the executive branch of government, not necessarily legislatures and parliaments, it has gained a particular kind of power in this current epoch, in the last 30 years, because they have been an instrumentality for all kinds of international and global regimes. But because of that also, I say that this executive branch of government in all our governments, whether it is prime ministerial or what's the other one, presidential, right? It needs to be engaged. The concentration of unaccountable private power is extraordinary. The rights granted to all firms that operate internationally, like that, up, more and more. The rights taken from citizens and from immigrants under various different regimes, human rights, incredible. It's got to be confronted. And so I do want to insist on this notion that all immigrants are, not all, but anyhow, most of them, immigrants are citizens in some country. And that foundational recurrence of citizenry needs to be factored in. We cannot simply be the weak exploited who cannot, not that you are saying that, that cannot do anything confronted with our national governments. And the executive branch of government is simply out. They have enormous power. I know Europe is a bit different because of the EU, but still, it's the Council of States that has the most power. So I just, that's my politics. I'm just... Merci Saskia. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, moi j'ai fait des études d'architecture, alors je viens de temps en temps ici. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un débat qui est pas tout à fait comme les débats habituels de la Cité du patrimoine, mais bon, enfin c'est pas plus mal. Bon, je suis très content en tout cas d'être là. Et mais je voulais faire une remarque à Monsieur Terret. Je trouve, enfin, vous avez dit, on est, enfin, tous ici dans cette pièce privilégiée où, enfin, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi. Enfin, moi j'ai fait des études, mais c'est le travail, en tout cas, j'en ai pas. Donc, vous voyez, sans travail, on peut l'être aussi. Et je pense que la société française, elle se crispe, elle se radicalise beaucoup, si vous voulez. Mais je pense que face à cette montée d'une radicalité, parce que partout, franchement, on entend des discours. Qu'est-ce que vous opposez comme argumentation? Parce que, par exemple, je ne sais pas, imaginez si vous vous retrouviez sur un plateau de télé en face de Marine Le Pen, par exemple. Qu'est-ce que vous lui diriez? Parce que ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous lui diriez, on doit ouvrir grand toutes les frontières ou je sais bien, bon, je ne vais pas caricaturer votre discours parce que vous avez dit il faut des étapes, il faut une pédagogie. Bon, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais en tout cas, il y a d'autres
question à poser certainement. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tout à fait normal qu'il y ait autant de gens qui veulent s'enfuir de leur pays d'origine. Il y a quand même des projets à mettre en place pour que justement les gens qui veulent émigrer, c'est sans doute, en tout cas dans bien des cas, dommage qu'ils en soient arrivé là, en tout cas. Donc, mais je crois que notre société, en tout cas, est vraiment en train de se crisper là-dessus, sur ces questions. Ça devient absolument insupportable. En France, on entend tellement de choses débiles dans les médias ou autour de soi. Enfin bon, je ne veux pas... Merci pour votre intervention. On va prendre 2 ou 3 questions encore et puis on fera une réponse après des intervenants. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette discussion qui donne beaucoup à penser. Je voudrais revenir sur quelque chose. Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est plus loin? Voilà. C'est la nécessité dont a parlé au début Alain Maurice, me semble-t-il, de faire une distinction justement au sein de cet continuum entre les diverses situations d'enfermement et d'encampement dans le monde. C'est-à-dire, il faut garder en tête qu'on ne peut pas quand même mettre sur le même plan un centre qui a été créé à l'initiative, un campement qui a été créé à l'initiative, un campement sauvage qui a été créé à l'initiative des migrants, un centre de détention comme le centre d'Amygdaleza, tout près d'Athènes, qui mérite le nom d'un camp de concentration. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toutes les organisations quand même qui ont travaillé sur ces camps-là, et c'est le Newsweek qui a fait un reportage dans ces camps qui a parlé d'un Guantanamo type camp. Et là-dessus, je voudrais revenir à ce que disait Julien Brachet, c'est-à-dire que nous sommes tous pris dans ces devenir camps de la société entière, mais oui, d'accord, il y a une incidence de la création de ces non-lieux où règne un état d'urgence, un état d'exception, il y a une incidence dans l'ensemble de la société et dans le droit des citoyens à nous tous. N'empêche que nous ne sommes pas tous égaux devant la privation de liberté et ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Et il faut garder cela en tête, s'il vous plaît. C'est urgent, c'est vital, sinon on va redoubler malgré nous l'invisibilité des situations concentrationnaires qui existent en Europe même. Merci. Merci madame. En fait, ce ne sont plus des questions, ce sont en fait des contributions et c'est très intéressant comme ça. Madame. Enfin, je croyais savoir que l'essentiel des migrations était des migrations sud-sud et que le plus gros des migrants, mais je croyais savoir, et je croyais pouvoir prévoir que s'il y avait des problèmes de crise environnementale ou de crise politique ou d'instabilité, de guerre, peut-être c'était les pays du Sud qui étaient les plus exposés. Et j'étais venue à cette table ronde avec l'idée qu'on allait parler du problème de capacité de gouvernance des pays du Sud face à ces problèmes de migration et de camps. Et alors, est-ce que je m'étais complètement trompée? Mais alors complètement, et à ce moment-là, vous me le dites et j'ai appris quelque chose. Ou est-ce que c'est une question qu'on n'arrive pas à poser et on revient toujours sur la question, le Nord ne veut pas le Sud, le Nord n'ouvre pas... Ce qui est vrai d'ailleurs. Et moi j'ai l'impression que j'avais l'impression que ce qui était en train de se passer, c'était une capacité des pays en développement de gérer ces problèmes graves. Un petit peu. Alors, partiellement seulement. Déjà dans le livre, il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont des analyses qui sont ce qu'on considère comme le Sud, même si c'est dans l'hémisphère nord de la planète. D'autre part, c'est vrai qu'il y a à peu près, enfin on ne sait pas très bien d'ailleurs, mais on considère qu'il y a peut-être un tout petit peu plus, selon les chiffres, de migrants sud-sud, enfin vers le sud, si on y ajoute les gens qui vont du nord au sud, que ceux qui vont
vers le nord, sud-nord et nord-nord. Mais enfin, ça, c'est une question d'évaluation qui serait l'objet d'un autre débat et d'un autre colloque. Mais en tous les cas, les pays du Sud sont au cœur aussi de la question, et je pense que ça a été abordé parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples qui ont été débattus autour du livre, mais pas seulement, de migration sud-sud aujourd'hui. Donc les pays du Sud, ils ont aussi beaucoup de difficultés à gérer la mobilité à laquelle ils sont confrontés, avec des phénomènes de discrimination. Ça a été abordé pour les pays de la rive sud de la Méditerranée, avec le fait qu'ils sont piégés par le fait qu'ils ont signé la Convention des Nations Unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants, parce qu'ils les ont signés pour leurs migrants, dans une perspective plutôt de protection de, entre guillemets, leur quasi-diaspora. Et maintenant, ils n'arrivent plus à respecter cette convention qu'ils ont signée pour les migrants qu'ils ont chez eux. Donc ça, c'est une autre difficulté. Ils sont aussi sous la pression des pays du Nord qui leur demandent de contrôler leurs propres frontières, ce qui les transforme malgré eux en pays de transit et en pays d'immigration, puisque les gens se massent jusque chez eux pour essayer de passer la frontière pour aller au Nord. C'est le cas du Mexique, du Maroc, de la Turquie et de quantité d'autres pays au monde. Donc eux aussi, et je pense qu'on n'a pas assez de travaux d'ailleurs sur tout ce qui se passe du sud au sud sur le sujet. On a beaucoup travaillé un peu égoïstement sur ce qui se passait au nord, mais il est temps d'avoir un coup de projecteur, ce qui est fait d'ailleurs à mon avis dans le livre, sur ce qui se passe du sud au sud. Mais en revanche, les pays du sud, ils sont très en faveur de la gouvernance mondiale, eux. Parce que ça leur donne du poids. Aujourd'hui, c'est le Far West, la gestion de l'immigration à l'échelle mondiale. C'est les plus forts qui édictent les règles. C'est ça la gestion étatique, si j'ose dire. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est les pays européens, c'est le Japon, c'est l'Australie, c'est quelques autres États dans le monde. Les autres, ils n'ont pas leur mot à dire sur le système de visa, sur toute une série de choses. Ils peuvent juste un peu négocier dans le bilatéral, un peu d'aide au développement ou de titres de séjour pour des très qualifiés, mais le reste, c'est pas eux qui font la loi en la matière. Donc on est dans un système très déséquilibré si on a plus d'immigration au sud qu'au nord. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, eux, ils sont tout à fait à fond pour cette gouvernance parce que ça leur donne plus de poids. Ils peuvent discuter enfin de la question migratoire et essayer de réfléchir à égalité avec le Nord en la matière. Donc, à mon avis, on est dedans, on est dans ce processus-là, mais il n'y a pas encore tellement de réponses parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travaux du sud au sud et les pays du sud commencent tout juste à définir des politiques d'immigration. Merci pour cette réponse très complète, même s'il y aurait sûrement encore 1000 choses à dire sur le point. Emmanuel, tout à l'heure, monsieur a posé une question qui vous était plus directement adressée. Oui, je n'ai pas tout compris de la question, mais je répondrai tout de suite que moi, je n'ai jamais eu l'occasion, et je pense que je ne l'aurai jamais, et je ne la cherche pas, de parler avec Marine Le Pen. Ce n'est pas à Marine Le Pen que je m'adresse, et ce n'est pas avec elle que je discute. Ce qui m'intéresse, c'est de développer un certain nombre d'idées sur l'immigration et sur le phénomène de la migration, qui sont des idées justes et qui permettront peut-être de modifier une partie de l'opinion publique sur ce domaine, de la faire évoluer, sans espérer d'ailleurs faire évoluer l'ensemble, parce qu'il y a un fond de xénophobie qui est permanent dans l'histoire de France et que je n'espère pas réduire. Et le point sur lequel je ferai porter mon argumentation, c'est le suivant. C'est qu'il faut se placer devant les faits. Et le fait est que les politiques actuelles reposent sur le postulat que l'on peut contrôler les mouvements de migration à l'aide de mesures administratives et policières. Et ce postulat, il est faux. Il est faux purement et simplement. Même l'Europe d'aujourd'hui, qu'on qualifie souvent, et à juste titre, d'Europe forteresse, c'est aussi une Europe passoire. C'est aussi une Europe passoire. L'Atlas publié il y a quelques années par Olivier Clochard indiquait que se maintiennent sur le territoire de l'Union européenne en situation irrégulière de l'ordre de 4 à 8 millions de personnes. Bon, la fourchette est large parce qu'il s'agit d'irréguliers, mais 4 à 8 millions, c'est un chiffre significatif, et rien n'indique que ce chiffre soit en voie de réduction, bien au contraire. Autrement dit, le choix, il est simple. Ou bien, face à ces mouvements de migration, nous les regarderons pour ce qu'ils sont, et nous essayerons de nous organiser en reconnaissant la liberté de circulation et en aménageant cette liberté de circulation dans l'intérêt des uns et des autres, ou bien
cette liberté de circulation, elle nous sera imposée par la force. Il ne faut pas sous-estimer la quantité de ressentiment, de rancœur qui est accumulée, en particulier dans les États africains à l'heure actuelle, par la politique européenne de la migration. Un jour, cela se fera, parce qu'un jour, les rapports de force se modifieront, et un jour, il arrivera aux murs bâtis par l'Europe, ce qui est arrivé à tous les murs bâtis dans l'histoire pour contrôler la migration, que ce soit le limes romain ou que ce soit la muraille de Chine, ils ont été contournés avant d'être effondrés. Eh bien, c'est ce qui se produira. À quel terme, je ne le sais pas, mais c'est l'avenir inéluctable. Alors, ou bien nous essayons de nous organiser au mieux des intérêts des uns et des autres pour que cette évolution-là se fasse dans la paix et dans l'intérêt des uns et des autres, ou bien nous irons à des catastrophes de ce genre. Merci Emmanuel Terret, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alain Maurice, sur cette intervention de Madame tout à l'heure autour des distinctions justement entre les différents types de camps. Oui, c'est un peu revenir en arrière, mais très rapidement, surtout après la magnifique péroraison d'Emmanuel. C'est presque dommage. Oui, enfin, je crois que bon, moi, en dialecticien appliqué, je pense que c'est pas contradictoire dans mon esprit d'utiliser un terme générique et après d'établir les distinctions qui s'imposent, de façon à pas après éventuellement arriver à un niveau supérieur de synthèse. Quand on a commencé à parler de camp, au moins je parle des gens de mon entourage, enfin je pense à la Migre Europe, là bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit très différent de ce que dit Michel dans son introduction. On avait quand même l'idée que c'était un terme d'une part générique, autour d'une ou deux notions, à savoir premièrement le confinement, en particulier, même si c'est libre, hein, même si c'est ouvert, comme c'était le cas pour Sangatte par exemple, même si c'est souvent disons des gens qui allaient dans des espaces parce qu'ils n'avaient pas d'autres espaces où aller. Hein. Alors parfois, ils y étaient forcément. Enfin, en tout cas, génériquement, c'était ça le camp. Une première caractéristique, et j'en ai annoncé une deuxième. Le deuxième, c'est loin de mes regards. C'est-à-dire l'invisibilité dont il était question ce matin. D'ailleurs, il y a une discussion que j'aurais bien voulu avoir là, mais je ne peux pas régresser là-dessus parce que c'est trop éloigné des considérations de maintenant. Mais il y a une différence, une distinction, un rapprochement qui a été fait ce matin très vite entre la dépendance et l'invisibilité, qui était très prometteur de mon point de vue sur un plan théorique, mais tant pis, ça sera pour le colloque suivant. D'autre part, donc, après, on fait des distinctions, comme je disais, en fonction de qui a l'initiative, de quelle fonction ça remplit, quelle utilité et pour qui. Et à ce moment-là, en effet, je pense que c'est pas la peine. Oui, parce qu'après tout, une prison, dans ce cas-là, c'est un camp aussi, une prison. Hein, bon, c'est pas un camp pour étrangers. Si, il y a toujours beaucoup d'étrangers, mais en tout cas, bon, fin de parenthèse. On peut pas dire qu'un CRA a les mêmes fonctions forcément que la forêt de Bel-Younesh à l'ouest de Ceuta. Hein, ça remplit pas forcément les mêmes fonctions. Dans un cas, moi, ce que je vois, ça on n'en a pas parlé du tout. Il y a juste une allusion d'Emmanuel tout à l'heure sur les centres de rétention, mais ils remplissent un certain nombre de fonctions qui sont très intéressantes et très spécifiques. Il y a la fonction du châtiment, il y a l'application de la théorie de l'appel d'air, c'est-à-dire si on traite mal les gens, ça va se savoir, il y en a moins qui viendront. C'est illusoire, mais enfin c'est quand même la théorie de l'appel d'air, elle est très très présente dans le discours public. Il y a la question du châtiment. La preuve, c'est on peut garder les gens jusqu'à 18 mois, alors que pour organiser leur retour, une semaine suffirait largement. Après, c'est plus possible. Et puis il y a aussi, naturellement, les clins d'œil, les signaux qui sont lancés à l'électorat. Et là, puisqu'on a parlé de Mme Le Pen, dans le cadre de la concurrence, que tous les partis politiques, sans exclusion du tout, se mènent autour de la question de la xénophobie. Là, il y a une telle surenchère. Et là, le CRA, il remplit toutes ces fonctions-là. Maintenant, si vous parlez de Sangatte, vous allez parler différemment parce que c'est pas la même chose. Mais je pense que le mot camp, encore une fois, est un terme générique par rapport à cette histoire de confinement et d'invisibilité. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Ça ne me gêne pas du tout de l'utiliser de façon générique et après de rentrer dans le détail des fonctions particulières. Merci Alain Maurice et merci à vous toutes, à vous tous qui avez animé si brillamment avec tant de passion cette table ronde. J'ajoute que si j'ai bien lu Michel Agier, à qui je vais donner la parole maintenant pour tirer les conclusions de ce colloque, il fait la distinction entre un camp et une prison en disant que la prison, elle protège la société extérieure, et alors que le camp est censé protéger ceux qui vivent à l'intérieur. Michel, c'est à vous. Merci beaucoup et merci à vous toutes et à vous tous.